Bonjour, bienvenue. Donc voilà, la table ronde Je plie et me romps pas. On voulait vous remercier déjà, le Prato, de nous accueillir dans ce beau lieu dévolu au cirque. Donc remercier Jérôme Ségard avec qui j'ai organisé un certain nombre de choses. Remercier Gilles Defac. Remercier le CNAC aussi, avec donc Cyril Thomas. Nous avons beaucoup œuvré ces derniers mois à l'organisation de cette table ronde. Et je vais juste dire quelques mots sur pourquoi la table ronde au tapis. Ensuite, Cyril va présenter nos participants. Et enfin, donc on va les laisser parler chacun. On va leur donner un vrai long temps de parole, mais aussi de mouvement, avant de partager des questions avec vous. Et merci d'être là aussi. Alors, pourquoi est-ce que j'avais envie d'organiser cette table ronde autour de la contorsion? Parce que c'est une discipline qui est certes très voyante, mais qui est peut-être pas si visible que ça dans le cirque contemporain. On parle beaucoup d'acrodance, on parle du jonglage, on parle de machinois, on parle peu de la contorsion et les contorsionnistes parlent peu. Et comme me l'a dit Lise Poton, une des premières fois où j'ai été en contact avec elle, la contorsion fait toujours peur. Ça s'est confirmé d'ailleurs tout à l'heure quand on préparait, puisque le régisseur qui préparait les choses et qui a vu arriver les photos a dit « Aïe, ça me fait mal rien que de les regarder ». Mais la perspective que j'avais envie de prendre, enfin le détour que j'avais envie de prendre ici, c'est d'aborder la contorsion non pas sous son angle le plus voyant justement, celui d'un art très spectaculaire qui est utilisé dans les émissions de télévision, dans les émissions au cabaret, dans le cirque, c'est souvent le moment éblouissant. C'était plus d'entendre les contorsionnistes et un médecin parler de la contorsion presque au quotidien, de l'échauffement au quotidien, de l'endurance que ça demande, donc l'endurance au quotidien, mais aussi la manière dont la vie d'un contorsionniste se déploie dans le temps. On y reviendra. Et alors, quand j'ai proposé à Angela Laurier de participer à cette table ronde, elle m'a dit « Ok, pour la table ronde, mais moi je veux un tapis, parce que ça sert à rien de juste parler de la contorsion, je veux montrer. » Et donc voilà, d'où le fait que ce soit devenu une ou plusieurs tables rondes et deux tapis pour qu'ils puissent nous montrer un certain nombre de choses. Et je passe la parole à Cyril, Cyril Thomas, qui va présenter les participants. Bonjour à tous et merci d'être venus. Alors, moi je suis ravi d'avoir organisé avec tout le monde cette petite table ronde. Je vais faire juste des petits remerciements avant les présentations. Je voulais remercier la Maison des sciences de l'homme et de la société, l'Université de Lille. Et également, je voudrais faire un grand merci à toute l'équipe du Prato pour leur accueil et leur bonne humeur lors des échauffements et lors de différents réglages. Donc on est vraiment ravis d'être reçu ici et d'être parmi vous. Je vais vous expliquer c'est quoi le petit logo qui est au fond, là que vous voyez, qui s'appelle ICIMA. Donc c'est la chaire d'innovation cirque et marionnette. C'est un programme qu'on a lancé il y a maintenant un peu plus de 3 ans et on travaille sur les relations qui peuvent exister entre cirque et marionnette à travers 3 gros thèmes. Le premier, c'est les matériaux, donc ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Le deuxième, c'est gestes et mouvements, donc on est en plein dedans, là, aujourd'hui. Et le troisième, c'est la terminologie, c'est-à-dire comment on peut parler de nos arts, que ce soit les arts du cirque ou que ce soit la marionnette. Et du coup, cette table ronde, elle fait le lien entre gestes et mouvements et la terminologie, parce qu'on va avoir une parole de professionnels, du monde de l'art, mais également des professionnels médicaux, des professions de santé. Et je voulais vous remercier toutes et tous d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, petite présentation, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Angela Laurier, qui est franco-canadienne et franco-québécoise, et qui vit en France depuis 97. C'est exact ? Voilà. Continue, oui.
Et du coup, Angela, elle a œuvré parce qu'elle a travaillé au théâtre, elle a fait de la gymnastique, elle a fait du cirque depuis son adolescence, et elle a fait une première création au Cirque du Soleil, il y a maintenant quelques années, et elle est partie en tournée de 1984 à 1988 avec le Cirque du Soleil, les toutes premières années, oui. Elle a joué comme interprète avec de nombreux metteurs en scène, donc je vais vous en citer quelques-uns, Robert Lepage, des chorégraphes comme François Verret et David Noir. Elle a créé en 2006 sa compagnie, dans laquelle elle est à la fois interprète et metteuse en scène, metteuse en piste, et elle est également enseignante au Centre national des arts du cirque. Et en 2013, elle a obtenu le prix des arts, le prix des arts du cirque décerné par la SACD. Bravo. Alors, la seconde personne, un étudiant d'Angela qui s'appelle Adalberto Fernandez Torres, qui est l'un des premiers étudiants qui a fait le cursus du CNAC, qui vient de Porto Rico et une île des Caraïbes. Il a été mannequin et en parallèle, il a étudié la danse, que ce soit le jazz classique moderne et les beaux-arts. Il a fait une première découverte, une première incursion dans le monde du cirque en 2006. Et puis, il s'est entraîné tout seul, en autodidacte, à la contorsion. Et de 2007 à 2014, il a travaillé avec des compagnies de danse, de théâtre, de cirque à Porto Rico, aussi dans des compagnies américaines. Et il est également formateur de gymnastique rythmique. Et en 2014, il est rentré au Centre national des arts du cirque, où il est sorti avec la 28e promotion en 2017 avec le spectacle de fin d'études qui était Vanavara. Et vous avez pu le voir ici dans un spectacle qui s'appelle Le Poétique de l'Effroi à l'automne dernier dans une salle qui s'appelle le Kino. Et ensuite, je continue. Lise Poton. Alors peut-être que vous avez travaillé avec Lise, donc je vais juste vous faire un petit résumé parce que vous la connaissez vraiment bien maintenant après avoir travaillé avec elle. Donc elle est originaire de la Drôme provençale. Elle a appris la contorsion au sein de l'école familiale de Valory, puis a fait l'école de Châtellerault. C'est ça. Et en 2012, elle a fondé sa propre compagnie qui s'appelle Raymanta, au sein de laquelle elle a créé 2 numéros et 6 spectacles. En parallèle, elle est aussi interprète dans les projets de Florence Thibault et de Nicolas Lavaux. Elle est enseignante pour des publics complètement différents et variés. Ariane, que je ne présente pas. Et notre dernier intervenant, c'est Michel Ritz, qui est médecin réadaptateur. Il exerce au Mans. Il est aussi enseignant à la clinique des Saints-Pères à Paris. Et pendant 10 ans, de 2006 à 2016, il a suivi 17 contorsionnistes avec des examens cliniques et radiologiques, avec une équipe tout autour de lui de kinés, de médecins en formation, tels que Solène Riss, Antoine Cadou et Agathe Bayergo. Les résultats de cette étude ont été présentés devant la Société française anatomique en 2014. Et notre dernier intervenant, le poète et le propriétaire des lieux, c'est Gilles Defac qui va venir nous faire une petite surprise à la toute fin de cette table ronde. Voilà, c'est un petit cadeau bonus. Le maître des lieux, on va dire. Alors, je vais peut-être juste lancer la première question assez large à laquelle donc vous prendrez le temps de répondre comme vous l'entendez, chacun d'entre vous. En quoi est-ce que la contorsion vous apparaît comme une discipline de vie et comme une organisation du temps? J'ai pas voulu commencer par quand et comment vous avez rencontré la contorsion parce que sinon, on était pour la journée, or on n'a que 2 heures. Mais l'idée vraiment, le point de départ, c'est quels exercices, quels échauffements vous auriez envie de nous faire partager de la manière dont vous le souhaitez et en quoi est-ce que c'est pour vous une discipline de vie. Je crois que c'est Angela que j'ai, sur qui je jette mon dévolu en premier. Mais c'est vrai, c'est une discipline de vie. Je regarde derrière, je me suis jamais posé toutes ces questions, mais c'est vrai que dans ma formation, je me suis formée vraiment par moi-même. Il n'y avait pas d'école de cirque encore au Québec. Et c'est de l'imitation, c'est
comment j'ai fait, bon, les premiers cirques chinois qui est venu au Québec, j'allais voir les entraînements, puis j'essayais de faire comme elle. Bon, après, j'avais un background de gymnaste de compétition. Et voilà, mais aussi, je me suis jamais imposé d'horaire et tout ça, j'allais toujours comment je ressentais. Moi, je suis très centrée sur moi, toujours été très centrée, il faut être centré sur nous. Et j'étais à l'écoute de mon corps, bon, quand est-ce qu'il faut que je m'entraîne aujourd'hui? Mais j'étais pas bien tant que je m'étais pas entraînée. C'est ça qui m'a fait continuer toujours. Pour aller bien, il fallait que je m'entraîne. C'est terrible, non? Et le temps, oui. Bon, il y a des périodes après, j'ai travaillé, j'étais déjà au Cirque du Soleil avec une Chinoise pendant 2 mois, qui m'a cassé d'ailleurs, parce qu'elle s'adapte pas au corps, c'est à toi de t'adapter. Et ça, moi, après, quand j'ai enseigné, c'est ça que j'ai jamais voulu imposer les choses. Je trouve que chacun a en eux, il y a déjà l'énergie, cette énergie, c'est juste de révéler des choses où, comme lui, tu as développé ton propre échauffement, ses propres exercices. Voilà, j'ai jamais voulu l'enseigner. Ça a été la rencontre avec. C'était la rencontre. Je passe à côté de la question complètement. Faut me ramener là. Voilà, tu me diras quand ça fera assez longtemps que je parle. Et sinon, sinon là, j'ai 57 ans aujourd'hui. Voilà, ça a été mon gagne-pain, tout ça, et aujourd'hui, je paye. Je paye. Mais tu peux pas arrêter. On peut pas arrêter ça. Faut toujours. Pour l'entraînement aujourd'hui, l'entraînement, c'est quand je monte dans ma petite pièce m'entraîner sur mon petit tapis. C'est quand je vais vraiment mal. Il faut que j'aille m'étirer pour aller mieux. C'est terrible, ça me suit tout le temps. C'est aussi mental que physique. C'est aussi un état mental, une disposition mentale pour se mettre. Ça a toujours été comme ça, moi. J'ai toujours été très proche. Comme je viens de l'Ouest canadien, aux frontières, je suis née à la frontière d'Alaska aussi. J'étais beaucoup en contact avec les Indiens aussi, qui étaient eux, qui se lançaient cette énergie de se lancer, d'imiter aussi. Puis, j'étais entourée d'animaux aussi. Puis, l'observation, tout. Puis les Chinois, après, comment ils font, j'essaie de faire pareil. T'as pas besoin de quelqu'un qui est là à te plier. Mais c'est une belle rencontre quand même. J'étais pas un prof traditionnel. Au feeling, puis... Ah, mais moi, quand j'étais chauffée, tout ça, quand j'arrivais à me mettre en état et m'échauffer, je pouvais me durer de 6 heures par jour. Je m'entraînais 6 heures, je faisais que ça. Puis je voulais en faire mon métier. J'avais choisi, je vais faire quelque chose que personne ne fait. Tu vois, moi, j'aurais voulu faire du cinéma, du théâtre, je prenais des cours, tu sais, gamine, j'ai commencé l'expression corporelle, moi, les auditions, j'étais nulle et tout. Finalement, j'ai poussé ma sœur, elle a fait carrière, et moi, j'ai fait, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fasse quelque chose que personne ne fait. Puis, je me suis retrouvée, tu sais, dans une saltimbanque à la rue à faire... Voilà, c'était un peu les buts du Cirque du Soleil, on vient tous un peu de la rue. Après, il y a ceux qui sont restés artistes, qui crèvent la dalle, puis les hommes d'affaires, les millionnaires, les multimillionnaires, milliardaires, maintenant, là, qui crachait du vulgaire cracheur de feu, qui est devenu... C'est fou. C'est des choix. Est-ce qu'il y a des mouvements qui te font particulièrement du bien, voilà, même des choses simples, justement, au quotidien Est-ce qu'il y a certains mouvements qui te font particulièrement du bien au quotidien? Je pense même outre l'échauffement. Au quotidien, non, je dis pas que je fais... Oui, c'est vrai qu'il y a une chose que je fais au quotidien tout le temps, c'est... Je donne la voix, parce que j'ai vraiment besoin, moi, maintenant... Voilà, on a fait beaucoup parler le corps, on parle avec le corps dans ce métier, pardon. Mais moi, très vite, tu vois, j'ai fait des textes où j'avais besoin de sortir de la voix. Et là, une conversion, je fais bien de la voix, je fais ça. Alors, d'abord, me mettre en état, j'arrive déjà d'arriver devant vous, c'est beaucoup de... Moi, je déteste SNCF, les trains, tout ça. Voilà, j'ai arrêté il y a plus d'1 an, j'ai vraiment craqué complètement. Je peux plus. Les taxis, les transports, les voyages assis, même à table, et on va pas. Il faut que ça bouge. Alors, quand je commence, je monte dans ma pièce, là, c'est la voix. Respirer. Voilà, c'est ça qui fait que je suis encore debout. Voilà, c'est beaucoup de toutes les frustrations du métier,
toutes les... j'ai eu ma compagnie, j'ai tout fermé, j'ai tout arrêté. C'est toute la paperasse, tout ça, ça prend la tête. Et puis la tête à l'artistique, à toi, ça n'avait plus de sens, ce métier-là, ce système-là. Donc, alors moi, c'est... C'est les articulations, hein. Il faut que ça circule aussi, c'est chaque articulation et tout. Et puis avec l'adrénaline, c'est incroyable. Je fais la scène ou des choses que je ne fais plus en échauffement, que j'en ai plus. Hein. Que je. Voilà. Ouais. Wow. Et après, voilà. Wow. Ben ça, jamais je fais ça. Jamais je fais plus ça chez moi depuis plus d'1 an, je vais te dire. Mais avec l'adrénaline sur scène, c'est incroyable, là, parce que vous me regardez tous, là. et ça, c'est dans la carrière aussi, ça. Quand tu te retrouves chez toi, là, t'es plus rien, quoi. Quand tu finis une tournée, t'es chez toi, t'es plus rien. Une phase de dépression terrible. Et puis, les articulations, là, qui te rappellent, regarde, c'est beau, hein, t'es bien, là, c'est facile, là. Et voilà, là, tu fais partout, il faut que ça circule tout le temps. Toutes les articulations, tout. L'ange, c'est pas le dos tellement, le dos, ça va, j'ai pas. Je pense que c'est pas le dos. Pourtant, on a beaucoup sollicité ce dos. Hein? Il y a une petite chose, hein? Angela, est-ce que tu parles? Ah oui, j'ai pas assez parlé. Oui, je parle. Oui, je veux parler. J'attends qu'on me redécouvre, tu sais, comme j'ai été. Pardon? Est-ce que tu parles? Je me parle. Je parle avec mes poules, avec mes chats, avec mon chat. Je fais beaucoup de cuisine. Je me suis lancée dans la cuisine. Je cuisine beaucoup parce que j'ai monté un potager. J'ai bêché. Là, c'est d'autres couleurs. Allez, ça, là! Wow! La bouette, j'ai fait de la maçonnerie et tout, chantier, corps de ferme. J'ai réagi. Et là, tu fais, oh! Ils m'ont 20 fois les escaliers avant hier avec mon charpentier, mon petit bois, mon petit descendre. J'avais joué la veille. Ah non, aïe! Mais bon, je l'en mets un peu parce que c'est drôle devant vous. J'ai hâte d'entendre ton poème. Oui, c'est une question. Beaucoup respirer.
Vous avez fait l'atelier, non, avec Certains. C'est vrai que tout le monde peut, on peut tout. La détente, c'est mental, vous savez. Pour plier, c'est mental aussi. Il faut faire attention quand même parce que pour rester ça risque de tomber. Sans mauvais pli. Ben, le pli, oui, le pli, quand le pli, c'est autre chose. Bon, ensuite, ben tiens! Ben oui, ça c'est dur. Ça c'est quand t'as jamais eu mal, puis que. Ça fait mal. Non, ça fait mal. Je comprends, tous les autres, tu ne connais pas bien le mal. C'est facile. Oui, je fasse mes prouesses, quoi. Parce que, bon, ben, il y a sur les arbres, ça c'est toujours facile, hein, sur les coudes, hein, sur les coudes. Après, si j'ai du temps, tout ça, je pense que je pourrais toucher ma tête, mon cul sur la tête. Vous savez, c'est la patience, mais moi, je voudrais être payé pour faire ça, maintenant. Maintenant, j'ai plus... Tu sais plus comment gagner ma vie. Je sais plus, je reviens un petit peu, là, un petit retour, là. Angela, moi j'ai juste une petite question sur le fait que tu as commencé par... Quand je t'ai demandé, voilà, qu'est-ce qui te fait du bien, tu es allé vers l'avant. Et quand là, tu essayes des trucs ou tu dis des trucs que je savais plus faire, tu vas vers l'arrière. Oui, tu peux en parler de ça? Je faisais les deux. Il y en a, moi, la chinoise, tout ce que tu fais par devant, tu peux la par derrière. Non, mais moi, attends, il faut aligner ça. Ben là, les Chinois, là, tu marches comme ça. Ils tiennent le jour, là, parce que ça va se brûler. Mais voilà. Ah non, moi, quand j'ai vu, après les 2 mois qu'elle m'a bien cassé, là, j'ai fait, oh non, là, j'ai vraiment toujours fait autant à l'avant. Wouhou! Coucou! Qu'à l'arrière, là, ça va, je vais payer de main. Oh là! Ça va payer de main. Non, on parle justement d'endurance, donc ne le paye pas demain, s'il te plaît. C'est un petit rappel pour ça. Et la voix, pourquoi tu as tout le temps la voix? C'est la respiration. La voix, oui, mais ça fait partie, c'est la respiration. C'est ma voix, je la passe par la respiration, par la voix. Parce que juste respirer, c'est trop dense, c'est trop... juste respirer, ça me rend trop... Moi, j'étais trop centrée sur moi, ma vie. J'ai pas eu d'enfant, c'est terrible, j'ai pas vu une partie dessus. Donc, je sais pas, la respiration, le silence et tout ça, c'est dur pour moi. J'ai déjà la campagne, très tranquille. Déjà, on est calme et tout ça. Mais non, l'énergie de la voix, tout ça, ça me tient bien. Oh là là. Mais moi, non. On va peut-être donner la parole. Alors, qui se sent là? Parce que c'est dur d'enchaîner après ce que Angela vient de nous montrer. Peut-être, Ulysse, tu pourrais nous raconter comment ça prend une place, comment la contorsion, elle prend une place de manière juste temporelle dans ta vie tous les jours? Oui. Alors après, je pense que chaque contorsionniste a un rapport à sa propre contorsion.
Chaque vie, chaque contorsion, il y a une histoire vraiment à chaque fois qui se tisse. Je dirais ce qui est difficile, c'est de séparer le quotidien de l'artistique, parce que même si il va y avoir un entraînement qui va se faire au quotidien, tous les jours, moi je sais que personnellement, je ne peux pas m'entraîner pour m'entraîner. Je vais toujours essayer de chercher, de trouver d'autres mouvements, et ça après je pense que c'est chacun et chacune est vraiment différente. Et je pense que dans ce quotidien, il y a quelque chose qui fait qu'on est très isolé, en fait, assez rapidement. En tant que contorsionniste, on va devoir s'échauffer tous les jours. Alors après, il y en a, quand j'ai rencontré d'autres contorsionnistes, il y en a qui vont s'échauffer tous les 2 jours, il y en a qui vont le faire du lundi au samedi, puis reposer le dimanche, puis recommencer. Et je pense qu'il y aurait vraiment matière, en tout cas ce qui se passe aujourd'hui, je trouve, est vraiment bien, de pouvoir en fait juste dévoiler un petit peu, soulever je dirais le rideau par l'arrière de ce qui se passe, plutôt pas sur la piste ou sur la scène, mais ce qui se passe derrière. Il y aurait vraiment matière à... le fait de se rencontrer et même de voir là ce qui se passe, le fait de voir Angela comme ça, c'est là même moi j'apprends encore là. Du coup, il y a vraiment matière à rencontrer. Et alors, je dirais au niveau du quotidien, il y a beaucoup de choses qui vont interférer, c'est-à-dire que chaque vie est différente. Donc voilà, moi par exemple, je suis devenue maman il y a 15 mois, donc mon rapport à la contorsion est vraiment différent, mon rapport au corps est différent. Je dirais même que ça va très loin. Par exemple, si je dois m'entraîner, je vais devoir réfléchir à quel moment je vais manger mon repas, et je vais manger un repas plutôt léger mais qui va me permettre de tenir. Je vais avoir envie d'avoir le temps de digérer avant, je vais pas trop boire d'eau avant pour pas plomber l'estomac et tout ça. Non, c'est des choses tellement sensibles, et même la vie au quotidien devient très sensible. Il y a quelque chose, voilà, je dirais, d'une espèce de finesse qui fait qu'on va être obligé aussi d'avoir assez rapidement une hygiène de vie. Et là, comme je disais, Angela qui dit, bah oui, le transport, tout ça, donc vous savez, même quand on part en tournée et qu'on sait qu'on va avoir 8 heures de train et qu'il va falloir jouer un spectacle soit le soir même, soit le lendemain, et ben on sait que hop, on s'assoit dans le train ou on s'assoit dans la voiture, on se dit bon, comment je vais pouvoir tenir pendant 7-8 heures? J'ai une valise à tenir, à trimballer, c'est lourd, les transports en commun, les escaliers, etc. Moi je me suis fait mal en soulevant des valises par exemple. Arriver avant la scène en ayant le dos, les muscles qui se raidissent parce que j'ai trop porté de poids ou des choses comme ça. Non, il y a une espèce de fragilité, et fragilité, ça, la lettre F, c'est aussi la lettre du mot force. Donc voilà, c'est force et fragilité, je dirais en même temps, et le quotidien devient force et fragilité aussi, c'est-à-dire que c'est un endroit où on va pouvoir s'entraîner, où on va pouvoir être avec soi, faire sa routine, où on va pouvoir se faire du bien, prendre le temps, pas comme quand il y a des spectacles et les tournées. Quand tu me dis que tu répètes 6 heures, que tu es bien... Non, plus maintenant. Plus maintenant, mais quand tu dis ça à ce moment-là, c'est quelque chose que tu peux faire quand tu es chez toi. Après, quand il y a le spectacle, il y a les montages, etc., c'est plus pareil. Et il y a le temps de l'apprentissage, le temps où on va se former, et après, il y a la vie professionnelle, c'est-à-dire la vie en tournée. Et là, c'est encore quelque chose d'autre. Et c'est toujours, en fait, on est toujours en train de s'adapter aux situations. Et l'entraînement est toujours... un petit peu le centre, même l'échauffement, je dirais, l'échauffement-entraînement, c'est quelque chose qui... On est toujours... autant on s'adapte, la contorsionniste s'adapte, mais aussi le quotidien s'adapte. Quoi. Et pour reprendre la question d'Ariane sur le mouvement qui fait du bien, est-ce que toi tu as un mouvement qui te fait du bien complètement? Oui, alors j'en ai plein, je vais faire le tri. Déjà, j'aime beaucoup répéter et m'entraîner les cheveux détachés parce que j'ai l'impression d'être plus libre de mon corps quand les cheveux sont détachés. Souvent, je vais commencer avec un chignon, les cheveux attachés, puis assez rapidement, je vais les détacher. Et donc, sur scène, aussi, je travaille beaucoup avec les cheveux détachés. C'est comme si le corps commençait du bout de l'orteil et qui va vraiment jusqu'au bout du cheveu, au bout de l'ongle, je dirais même. Un mouvement qui me fait du bien, que j'apprécie beaucoup, il est très simple, il est très classique aussi, c'est ce mouvement-là. C'est juste l'écrasement facial, que j'adore.
un mouvement que j'adore faire parce qu'en fait, je m'aplatis complètement au sol. C'est-à-dire que déjà la contorsion, pour moi je suis souvent tout le temps par terre. Et le fait de m'aplatir complètement au sol, ça aplatit la contorsion. En fait, la contorsion, je l'aplatis au sol complètement et ça me plaît, ça me fait du bien. Tout mon corps, pratiquement toute la partie face de mon corps est contre le sol. Et en fait, le but dans cet exercice que je me donne, c'est vraiment que mon pubis en fait, reste tout le long du mouvement au sol. Et à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai l'impression que tout mon bas du corps, en fait, à 360 degrés, il y a tous les chemins du possible. Donc là, je me sens bien échauffée. Donc, je me suis un petit peu étirée avant la table ronde, donc je peux le faire. Mais normalement, je fais tout un processus avec les jambes que j'ai partagé avec certains ici. Et je vais montrer juste l'exercice que je faisais là avant et que j'ai expliqué, ça me faisait travailler la torsion. Alors je me mets pieds nus parce que j'ai une meilleure accroche en fait avec la chair. Et alors assez rapidement c'est pareil, hein. La chaussette je m'en débarrasse hein, parce que le fait d'être pieds nus, ben, on est vachement mieux. Alors après, j'aime pas avoir froid aux pieds, mais quand on est bien échauffé, quand on se met pieds nus assez rapidement. Donc là, en fait, je parlais de ce mouvement-là. En fait, vous savez, c'est le simple mouvement qu'on connaît tous, hein, la chandelle, là, qui part de celui qu'a fait Angela tout à l'heure, là, celui-ci, qu'on appelle la chandelle. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me fait du bien, c'est-à-dire que là, je vais vraiment travailler ma torsion et le côté latéral. Donc en fait, voilà, je ne bouge pas ma tête, c'est le moins possible. Et avec mon pied, j'essaie de me rapprocher le plus de ma tête. Je sais que je ne pourrais pas la toucher. Parce que je ne sais pas si physiquement c'est possible. À ce moment-là. Mais en tout cas, ça m'étire vraiment là. Le pli là, celui-là. Et je sens, là en fait, ma petite côte, là, la dernière, elle est en contact avec ma hanche. En fait, ça c'est une souplesse que j'ai besoin d'étirer. Alors après, il y a beaucoup de variantes. Et je sais que j'aime beaucoup travailler là, tout ce travail du bassin. Voilà, et à partir du moment où vous voyez, où j'ai tout étiré là, hop, je vais aller vraiment chercher les torsions du bassin. Je vais pouvoir passer devant, derrière. Je vais pouvoir faire le tour. Et là, je me sens libre. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que même dans mon échauffement quotidien, il faut que je me sente libre. Si jamais je me sens coincée, là du coup, la journée elle est presque foutue. Voilà, en tout cas, c'est deux exercices que je vous montre là. Ça n'est qu'une miette hein, de la mie de pain. Parce qu'une routine, en fait, c'est tellement farci de beaucoup de choses. Et après, ça va dépendre des jours. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais aimer certains exercices vont me faire du bien, où je vais aimer les faire, et puis d'autres jours où je vais avoir des courbatures, des choses comme ça. Et du coup, ça peut aussi changer. Et d'autres mouvements de la routine vont me faire plus de bien que d'autres. C'est pour ça que je parle de cette fragilité et de cette sensibilité, en fait. Vraiment, autant le sensible, et je pense que le sensible du corps, cette sensibilité du corps qu'on a au quotidien, elle va automatiquement ressortir aussi sur scène. Et je pense que le fait d'être, c'est surtout une écoute, quoi, je dirais dans le quotidien, c'est vraiment une écoute permanente du corps, qui va permettre aussi, du coup, de se retrouver soi. Parce que c'est vrai, comme disait Angela, on est beaucoup centré sur soi. Et donc, plus on est en adéquation avec soi-même, et plus on va pouvoir sortir de soi pour pouvoir créer et interroger la contention, en fait, de rentrer à l'intérieur pour pouvoir se visualiser aussi de l'extérieur. Et donc ça, pour moi, voilà, ça c'est quelque chose qui va, ce quotidien-là me permet ça. C'est-à-dire de m'échauffer, de me mettre dans le corps pour pouvoir m'en dégager et me regarder, mais de l'extérieur, mais pas que de l'intérieur. Voilà. Tu utilises la voix comme Angela ? Non, moi j'utilise pas du tout la voix. Je ne sais pas m'en servir de cette énergie-là. Par contre, j'aime beaucoup
c'est très bête, je me mets des replays de Arte, j'adore l'histoire, du coup je me mets des reportages historiques. Alors je ne les regarde pas, mais je les écoute et je les mets sur des gros bars de son. Et j'écoute du coup les reportages. Ça, j'aime bien aussi les reportages sur les animaux. Et voilà. Donc je me mets des reportages sur Arte et je les écoute en fait. Et ça me plaît beaucoup. Et parfois je me mets des bandes son de films. J'aime beaucoup le film Orlando de Harry Potter. Et il y a de la musique, les textes et tout. Et donc j'écoute juste la bande son et en fait ça me fait un concert. Mais j'aime beaucoup écouter le silence aussi. Je me mets dans le silence. Et là je suis bien pendant 3-4 heures, je suis à l'écoute du corps. Parce que le corps est très. Il y a beaucoup de. Le corps il craque, l'intestin digère, il se passe plein de choses en fait à chaque fois dans l'échauffement et même dans les performances. Du coup, ne serait-ce que d'écouter l'organisme du corps, ça aussi, ça me suffit. Adalberto, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette discipline de vie qui est pour toi la contorsion, sachant que tu me disais encore hier que tu bouges beaucoup en ce moment. Alors comment c'est aussi en mouvement, hein, pour reprendre des choses qu'on peut dire aussi bien Angela que Lise. Bon, moi, personnellement, la contorsion, si vous ne comprenez pas quelque chose en français, dis-moi, parce que j'ai fait beaucoup d'inventions de mots. La contorsion, pour moi, dans mon style de vie personnel, c'est une manière de parler. C'est la manière de m'exprimer, de parler. Moi, je suis quelqu'un de très timide quand je dois parler en face des gens, déjà. Et j'ai parlé beaucoup avec mon corps, avec le visage, avec les mains, avec tout mon corps. Et du coup, la contorsion, c'était la manière plus simple à m'exprimer. J'ai fait un peu la danse avant, c'est comme ça que j'ai connu le cirque après. Et pendant que je faisais la danse, il y avait quelque chose qui ça me parlait beaucoup, mais j'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à exprimer mes sentiments, mes problèmes, mes doutes, toutes les choses qui se passent dans la vie quotidienne. Et c'était grâce à la contorsion que j'arrivais vraiment à exprimer tout ça. Aussi, je l'ai découvert dans une période de ma vie que c'était un peu haut, bas, etc. Et déjà, la contorsion, normalement, c'est une discipline des femmes. C'est une discipline que beaucoup de femmes ils font. Après, je l'ai découvert. Il y a des hommes qui le font. On n'est pas la majorité, c'est beaucoup plus les femmes. Et ça m'a aidé vraiment même à avoir une sensibilité dans mon corps d'homme que je n'avais pas avant. Et aussi à m'accepter moi, mon côté féminin et mon côté masculin que j'ai beaucoup et que je l'assume maintenant dans ce moment. Du coup, personnellement, la contorsion, pour moi, c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement. J'utilise tous les jours, depuis que je me réveille jusqu'à que je m'endors. C'était même une espèce de thérapie, quoi, pour moi. Après, je ne sais pas qu'est-ce que c'était plus la question. C'était ça, c'est qu'est-ce que ça représente dans ta vie de tous les jours. Et est-ce que toi, tu aurais envie de nous montrer des mouvements qui te font du bien? Des mouvements qui me font du bien, non? Déjà, moi, je n'utilise pas autant de tapis. C'est pourquoi j'aime bien. La contorsion, ça aussi, ça m'a mis un côté sado. J'aime bien la douleur. Ça vous pas, il y a un côté sado que ça m'a mis, du coup, je préfère toujours les choses dures, quoi. Du coup, moi, c'est beaucoup plus des choses qui sont toujours au sol. Comme ça, j'essaie de parler, ça m'aidait. C'était grâce à Angela, quoi. J'ai découvert vraiment la voix avec Angela, parce que en même temps, quand tu parles et tu fais la contorsion, tu arrives comment on a dit, à respirer beaucoup plus. Du coup, c'était la manière beaucoup plus simple de pouvoir respirer en même temps que je faisais la contorsion, parce que sinon, ça te fait très mal à la tête, quoi, si tu ne respires pas. Du coup, c'était grâce à Angela que j'arrivais vraiment à avoir conscience
de que parler, même ça dégage beaucoup de choses dans ton intérieur aussi. Mais aussi, comme je dis, ça c'est bien d'avoir le silence aussi, et on écoute avec toi la contorsion, c'est quelque chose d'assez très mental. Du coup, même au début, tu rigolais beaucoup quand je suis avec mes collègues de travail, on s'échauffe, on rigole beaucoup. Pendant je vais m'échauffer bien pour la contorsion, je me mets toujours dans mon coin parce que tu mérites vraiment, tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de. Parce que chaque jour aussi, même si tu as une routine, tu as mal dans certains muscles qui n'avaient pas la demande, du coup tu es toujours dans ton écoute, qu'est-ce que tu as besoin. Aussi, il y a ce mouvement, moi je mélange beaucoup la contorsion très, très lente, etc., avec des contorsions un peu plus dynamiques. Du coup, il y a toujours des mouvements que j'ai faits qui sont comme ça, pour après rester. Et après le mouvement aussi que j'ai fait beaucoup, en passant pour la coordination. Du coup, c'est un peu des exercices que ça m'aide beaucoup à coordonner, parler, c'est un peu. Et à me sentir bien avec moi. Je pense que c'est ça. Et en plus, dans le sol, plutôt, toujours. Alors, donc, je vais laisser la parole à Michel qui va nous parler du fait, donc Michel Ritz, qui pendant 10 ans a suivi 17 contorsionnistes et leur a fait suivre une série d'examens médicaux et qui va nous parler un petit peu de ce qu'il a découvert avec le laboratoire avec lequel il travaille. Alors là, on va entrer dans un autre monde, parce que j'imagine que vous ne savez pas bien, vous connaissez tous des médecins, mais vous ne savez pas bien comment on travaille en arrière, en background. Et donc, moi, j'ai la chance d'être dans un centre de rééducation important, avec des moyens importants, ce qui fait qu'on a pu faire des études, j'ai des étudiants, des thésards, des masters, et voilà comment ça a commencé. Donc, est-ce que étudier la contorsion, c'était intelligent? Est-ce qu'il fallait faire quelque chose de médical? Vous allez voir qu'on a mis les moyens de l'établissement dont je relève, plus d'une fac, à notre disposition. La réponse, pour moi, elle est évidente, parce que quand on a commencé à regarder, on a vu qu'il n'y avait rien, mais vraiment rien. Quand on a commencé en 2006, des études qu'on appelle valides, c'est-à-dire reproductibles et scientifiques, il n'y en avait aucune. Et puis, il y avait à l'inverse beaucoup de croyances chez les médecins, les rhumatologues, les orthopédistes, les ostéos. Et je pense que nos contorsionnistes ici ont dû être confrontés à ça, une notion de nocivité. On leur dit « Oh là là, vous êtes cinglés, vous allez vous faire mal, ça ne va pas durer ». C'est un des thèmes d'ici. Et on va voir est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Et donc, on s'est dit on va faire une étude, et dans ces cas-là, on met au point une méthode, et on s'y tient pour que ce soit reproductible. Au-delà de ça, est-ce que le simple fait d'étudier les contorsionnistes et de mieux comprendre ce qui se passe pouvait nous rendre service à nos médecins et à nos patients? Et vous allez voir les réponses qu'on a obtenues. Donc, c'était comprendre, parce que quand vous voyez des corps comme ça, par rapport à ce que nous on apprend en anatomie, c'est pas possible. Et donc, comment c'est possible? Est-ce que c'est des gens naturellement très souples? Est-ce que c'est des gens qui ont beaucoup travaillé? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que pour les contorsionnistes et donc pour nos patients, il y a une façon de faire pour qu'ils apprennent à se ménager, à durer? Donc on est au centre du débat. Et est-ce que nous, on peut transposer, parce que je suis rééducateur, un certain nombre de techniques pour améliorer nos patients? Et puis donc 2006, et je continue de suivre des gens. Donc il y a un suivi médical, c'est-à-dire qu'on est prospectif. On s'assure depuis 12 ans que les gens qu'on a rencontrés, analysés, vont bien ou pas bien, vous allez le voir.
Voilà, donc ça c'est le centre de l'Arche, qui est un gros centre, avec un laboratoire d'analyse du mouvement. On a un attaché scientifique à temps plein, qui est quelqu'un de très précieux pour nous, qui fait de l'analyse quantitative du mouvement. Et puis on s'est associé avec l'Université Descartes à Paris, où j'ai mes entrées, et notamment dans ce laboratoire-là, qui s'appelle l'URDIA. Et l'URDIA, c'est l'unité de recherche-développement de l'informatique en anatomie. Aujourd'hui, les étudiants, un peu en France, beaucoup aux États-Unis, font de l'anatomie informatisée de très haut niveau. C'est un progrès considérable. Et puis, des équipes de radiologues, on s'est entouré de gens qui pouvaient nous faire des examens. Alors, je suis désolé parce qu'on parle de matériel, mais c'est comme ça dans nos revues, dans nos publications. C'est les personnages, c'est les sujets. Donc il y a eu, au moment où j'ai fait ce PowerPoint, c'était 17 sujets, là on est rendu à 20, âgés de 17 à 54 ans. Et au moment du PowerPoint, ça a suivi de 10 ans. On a mis au point une méthode, l'étude du corps dans sa morphologie, dans ses proportions. Vous allez voir qu'il y a des petites anomalies. Un examen clinique, c'est ce que vous fait votre médecin quand il vous ausculte. Sauf que là, moi, je suis très spécialisé dans tout ce qui est ostéo-articulaire, musculaire. Des études un peu plus spécifiques pour quantifier la souplesse, savoir si c'est inné ou acquis. Et puis, un certain nombre de mes étudiants sont allés sur le terrain pendant des heures et des heures, voir ce que vous avez vu là. À savoir comment on s'entraîne, comment les gens s'entraînent pour essayer de trouver des troncs communs, des consensus. Regardez la méthode de travail. Après, TDM, c'est tomodensitométrie, c'est-à-dire c'est un scanner. Et j'ai eu la chance de rencontrer donc à Descartes des gens très très pointus. On fait des scanners en haute définition, vous allez voir ce que ça donne en imagerie, et avec très peu de doses de rayons. CTD, c'est la colonne totale debout, c'est la position de référence, indispensable pour pouvoir mesurer les flexion-extension si on n'a pas la référence 0. Et l'EOS, c'est la toute dernière génération de radiographie numérisée. J'ai la chance de travailler avec eux, c'est à Paris, et c'est un très beau labo de biomécanique et de radiologie. Et puis l'UAM, c'est une unité d'analyse du mouvement, et AQM, c'est acquisition quantifiée du mouvement. On a choisi une position qui est la plus contraignante, et une des plus classiques et les plus spectaculaires, c'est ça, c'est-à-dire la position du scorpion, où le sujet est en appui sur son menton, et puis va faire une cambrure extrême en posant ou pas les pieds devant. Ce n'est pas la position la plus facile à tenir ni à étudier. Alors, l'étude clinique, c'était des bilans d'articulation, d'amplitude, des bilans de souplesse. On s'est intéressé bien sûr aux déboires de nos gens, à leurs douleurs, à leurs arrêts, à leurs incapacités, savoir s'ils prennent des médicaments, s'ils ont recours à de l'ostéopathie ou à d'autres méthodes thérapeutiques. On a utilisé, parce qu'il y a des standards internationaux, il faut bien avoir des références, donc des échelles, qui sont des échelles classiques dans notre métier. Le Québec, tu vois d'où ça vient. Les Canadiens sont des exemples pour nous. De Dallas et des échelles de bonne santé. On a comparé tout ça à des échelles et des publications d'épidémiologie, parce qu'il faut savoir si on est plus, si on est moins, en termes de pathologie, en termes de déboires. Il y a quelques études françaises, notamment, sur l'épidémiologie, des risques en particulier pour le rachis. Alors, les tests de souplesse. On a un score qui s'appelle le score de Bayton et Graham. Si vous voulez vous amuser, essayez donc de mettre votre pouce. Essayez de mettre votre pouce contre votre avant-bras. Essayez, vous allez voir. Déjà. Et ça, c'est une souplesse relativement élémentaire. Alors, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, nos trois contorsionnistes y arrivent. Donc, ils ont déjà quelques signes de souplesse. Le record que j'ai eu parmi les sujets, regardez bien, là, c'est pas le pouce qui est contre l'avant-bras, c'est la paume de la main. Pas mal, hein? Alors ça, c'est pas monsieur tout le monde. C'est donc une grande souplesse. Et puis, il y a d'autres signes, bon, peu importe, comme celui-là de récurvatum, ou poser carrément les coudes par terre en se pliant. Donc, analyse, également articulaire, on a des petits outils, ça c'est un inclinomètre, qui nous donne les amplitudes, qui nous donne l'extension de la hanche. La morphométrie, pourquoi? Parce qu'on sait, nous, dans le centre où je suis, on travaille beaucoup sur les scolioses, entre autres, qu'il y a des anomalies morphologiques, et on a des échelles métriques, comme ça, devant des grilles, qui nous permettent d'analyser le corps.
Et au passage, voilà par exemple des mini-scolioses, car on a un certain nombre de scolioses, vous allez le voir. On voit une petite asymétrie de ce qu'on appelle le pince-taille. Vous voyez, le bras ici est près de la hanche, pas là, et encore plus marqué le petit coup de hache là. Voilà, donc sur nos jambes, on a aussi ça, des signes particuliers. Ici, c'est Sylvaine qui fait ce qu'on appelle un head sitting, c'est-à-dire qu'elle pose ses fesses sur son crâne, donc elle ne peut pas aller plus loin en extension, puisqu'il y a une butée. Et elle fait ça avec en plus un grand écart, et elle est aussi capable de sourire et de parler en même temps. Voilà. Au passage, on lui a rendu service, parce qu'elle ne comprenait pas, tout comme Sandrine, une autre, pourquoi il y a un pied qui est tout le temps plus haut que l'autre. Et bien, c'était lié à sa petite scoliose, et on lui a fait travailler différemment. Donc pour nous, c'est un échange, c'est pas juste on étudie les gens, on regarde ce qui se passe, on explique. Et on est capable d'amener des explications. C'était vraiment très riche. Alors ça, voilà, c'est typique de l'analyse du mouvement. Donc on a ce laboratoire, le placement des capteurs, c'est des trucs à infrarouge, donc ils vont recevoir un rayon infrarouge et le réémettre, et on a 5 caméras qui en permanence, à 250 Hz, analysent le mouvement. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien c'est que là, on n'a pas seulement une mesure millimétrique ou angulaire, mais une mesure cinématique, c'est-à-dire la vitesse d'exécution. Et c'est un des secrets, on a compris pourquoi les gens finalement se détruisent peu en faisant de la contorsion, parce que c'est ça nos conclusions. C'est très technique, on va aller un peu vite. Voilà ce que ça donne. Donc on a nos caméras, là maintenant on en a 8 et non plus 5, mais peu importe. Et vous voyez les capteurs qui se déplacent. On laissait les gens libres du mouvement, partir du sol vers la position du scorpion, puis se relever. Et à partir de chaque boule des capteurs est analysée, enregistrée, on peut apparier tout ce qu'on veut. Donc voilà, ça c'est encore Sylvaine qui va nous faire un petit mouvement. Elle a fait une légère fantaisie, mais vous voyez, donc il y a le film et ce que ça donne sur les différents capteurs. Alors, on peut tourner dans tous les sens, on peut apparier tout ce qu'on veut dans tous les sens, et donc mesurer l'angle du genou, l'angle du bassin, de la cheville, mesurer l'angle frontal de la tête par rapport à la cheville. Enfin, c'est très très riche d'enseignements. Après, je vais passer rapidement là-dessus, parce que c'est des courbes très techniques dont vous aurez pas bien l'utilité. Mais nous, ça nous a permis de comprendre énormément de choses. Et au passage, vous voyez comment on peut travailler dans un établissement de santé. Ça, c'est l'intégration dans le temps d'un mouvement. Enfin bref, c'est une sommation temporelle. Peu importe, après, ça devient un peu mathématique. Ça, par contre, on va s'arrêter un tout petit peu. On a pris un certain nombre de sujets et on a comparé justement leur dynamique pour obtenir le même geste. Car vous voyez qu'à l'arrivée, ils sont en gros les mêmes amplitudes. Et bien, il y a 3 stratégies. L'une extrêmement impulsive et rapide, avec ensuite une redescente et puis une stabilisation. L'autre qui est plus lente, plus musculeuse, plus stable, et puis l'autre intermédiaire. Au passage, ça dure des secondes, vous voyez, 3000 millisecondes, donc c'est 3 secondes, et ça nous donne là encore une idée des angles, des stratégies de mouvement, mais aussi, c'est important, on s'est aperçu de la lenteur. Bon, peu importe, c'est une autre courbe très technique, ça. On analyse la position du genou par rapport au bassin, du bassin par rapport à la tête, etc. Ce qui est à retenir, c'est ça, parce que ça, c'est fondamental pour l'avenir des contorsionnistes. Après, bien sûr, on fait des radios. Les radios, ça vous connaissez tous. C'est déjà un aspect anatomique des choses. On voit si les disques sont pincés, pas pincés. On voit les positionnements. Et puis, c'est, mine de rien, comme je vous le disais, la position de référence à partir de laquelle on va calculer les angles en flexion, en extension. Donc, c'est la position neutre. Première info, tous ces gens-là, tous, absolument tous, ils sont dans des angulations de cambrure normale. La norme est autour de 55 degrés. Nos gens sont tous dans les normes. Donc il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Contrairement à ce qui est dit parfois par des gens qui ne peuvent pas savoir puisqu'il n'y a pas eu d'études avant. Oui, mais c'est drôle parce qu'il y a des avis mais extrêmement arrêtés, mais diaboliques. Hein. On me dit, mais t'es complètement cinglé, puis de toute façon, ces gens-là vont mal vieillir. Alors qu'il n'y avait pas d'études. Donc c'est une idée reçue sur rien. Voilà, donc ça c'est des cambrures. Après on a des tas d'analyses, d'angles, etc. Un truc, et ça c'est un premier scoop, qui est en 2 temps. Beaucoup de nos contorsionnistes ont un rachis cervical rectiligne, alors qu'il est dit que c'est pas normal. Alors d'abord c'est faux,
parce qu'il y a des Français qui s'appellent Lehec et Roussouli. C'est quand même le patron de la Société européenne de chirurgie du rachis. C'est un monsieur important qui a fait, avec ses nouvelles radios, une centaine de clichés, qui a montré qu'une fois sur 3, des gens absolument sains ont un coup complètement rectiligne. Et ça, mine de rien, à partir d'un truc qui fait 0 degré, vous allez voir jusqu'où on va, c'est important. Si on avait déjà 45 degrés, on irait moins loin. On a fait bien sûr des radios des hanches parce qu'on a vu un petit peu ce que ça donne, mais la hanche est importante, notamment dans la position du scorpion. Et on s'est aperçu qu'il n'y a pas... Si, il y en a une qui a des angles un peu ouverts, qui a des hanches un peu... Mais sur donc 17 personnes, hanches normales. Après, un peu plus spectaculaire, on a mis nos gens dans les scanners. Voilà, donc déjà, et on n'a pas choisi le plus difficile. Pourquoi on n'a pas choisi le plus difficile? Parce que, vous le savez bien, tenir 3 minutes, c'est très long. Ça étire au passage les carotides, ça étire un certain nombre de nerfs, dont peu importe le nerf vague, et quand vous êtes trop longtemps, vous savez très bien que vous êtes avec une sorte de malaise, ça ralentit le cœur, donc on ne peut pas tenir très longtemps. Donc pour mieux tenir, on a choisi quand même un appui sur les pieds, ce qui permet quand même d'avoir moins de contraintes au niveau cervical. Voilà, donc nos gens, ils sont passés dans les scanners. Et c'est un gros avantage, c'est qu'avec une imagerie fine comme on a maintenant, on voit beaucoup de détails anatomiques, et ça a été passionnant, parce qu'on peut les tourner dans tous les sens. Vous connaissez tous les scanners, ce que j'appelle en 2D, en noir et blanc, là, les coupes, que ce soit des poumons ou des dos. Tiens, au fait, qui a déjà eu mal au dos au moins une fois dans sa vie? Levez la main, allez-y, allez-y. Voilà. C'est parlant, hein? C'est parlant. Et c'est extrêmement fréquent. Voilà, après on a fait des tas de mesures, alors ça c'est mes étudiants et moi, et on a fait angle par angle, région par région, des mesures millimétriques, des mesures angulaires, bon c'est un peu rébarbatif pour vous, mais n'empêche qu'on a analysé tous nos gens comme ça, et on sait du coup un peu mieux de quoi on parle. On a pu faire des comparatifs, vous ça vous saute pas aux yeux, en fait les angles là sont les mêmes, on part de l'angle de cette vertèbre, la première cervicale, jusqu'à la première sacrée, c'est la dernière lombaire. Vous voyez que les deux angles sont similaires. Mais quand on regarde bien l'analyse, ce n'est pas la même. Et donc là encore, il y a des différences d'un contorsionniste à l'autre, mais il y a aussi des similitudes. Un des scoops, car c'est décrit absolument par personne, c'est que la flexibilité de la base du rachis dorsal est importante chez nos contorsionnistes, 50 degrés. Et ça, jusque-là, personne n'avait documenté ça. Donc on a une preuve, vous voyez devant vous, c'est cet angle-là, hein, qui fait quand même pratiquement 50 degrés, et ça, c'était pas connu. Et puis après, comme toujours, ça c'est nos études, il faut bien qu'on ait des références, donc il y a des multiples publications, il y a des auteurs, et on se réfère aux gens qui en anatomie sont ceux qui sont les plus lus. Je vous expliquerai d'ailleurs, entre autres, lui, il est très très connu, et pourtant son étude, elle n'est pas d'une grande validité. Vous allez dire que je suis dur, mais c'est comme ça. Il a pris sa femme comme modèle, il l'a regardé, et il n'a pas fait une analyse scientifique. Voilà. Et sa femme était danseuse. Donc c'est pas un cas standard, c'est pas une référence. Voilà, toujours est-il que vous voyez qu'on obtient, nous, des angles qui sont le double de ce qui est admis, c'est-à-dire 50-60 degrés pour les auteurs d'anatomie. Nous, on est autour de 115 à 120 degrés. Ça, c'est pour le rachis cervical, donc pour le cou. Pour ce qui est de l'amplitude lombaire, ça c'est Emma qui, elle, avait mis ses pieds très très loin, donc elle est aussi en head-sitting. C'est une image de scanner, hein, au passage, donc vous voyez, ce n'est pas les images que vous avez, vous, en noir et blanc, c'est du 3D. On obtient des angles autour de 100 degrés, alors que les deux qui ont fait une vraie étude, c'est-à-dire avec des mesures de laboratoire, n'obtiennent que 16 degrés. Donc vous voyez la différence, c'est considérable. Donc ça se passe quand même beaucoup dans le rachis lombaire, mais pas seulement. Voilà, je ne vais pas vous arroser de trop de chiffres, ça va finir par être un peu sec. Voilà, nos gens donc obtiennent des amplitudes phénoménales qui sont liées à des combinaisons autour de la hanche et autour du cou, du dos. C'est un système en fait extrêmement complet. Tu disais tout à l'heure que ça va des cheveux jusqu'aux pieds, mais c'est le constat qu'on a fait. Voilà.
Après ça c'est un sujet intéressant parce qu'il est lui en flexion et je vous garantis que ce n'est pas du tout la norme. Je vais vous montrer ce que c'est que la norme sur une autre diapo. Et en plus, là il était dans la position, il ne pouvait pas aller plus loin puisqu'il avait posé sa tête. Donc sinon il va encore plus loin. C'est un sujet, c'était le plus jeune, 17 ans. Et il atteint quand même la bagatelle de 132 degrés, ce qui est plus du double de ce qui est considéré comme la norme. Et après, nous, on calcule aussi le champ d'amplitude de mobilité, c'est-à-dire qu'on part de l'extension vers la flexion, on regarde, et là encore, c'est décrit à 50 degrés, nous on obtient des 95 degrés. Donc voilà les mystères de la contorsion. Donc voilà ce que je vous disais, quelqu'un de normal, je ne sais pas, rien de cité souple, mais si on te faisait te pencher en avant, on obtiendrait ça. Ça, c'est un danseur de hip-hop, donc déjà souple, et ça, c'était notre sujet. Vous voyez qu'il y a des différences de cambrure et de décambrure. Voilà, je ne vais pas insister là-dessus. Mine de rien, c'est quand même beaucoup sur les chiffres des lombaires basses, c'est-à-dire de ces vertèbres-là que ça se passe. Vous voyez qu'on a quand même passé du temps. Je n'étais pas tout seul, hein. Il y a une quinzaine d'étudiants qui ont fait des mémoires là-dessus parce que c'est des heures et des centaines d'heures de calcul d'imagerie. Quand on est en flexion, on a ceci qui se passe. Alors, vous ne connaissez pas bien l'anatomie, mais à l'arrière des vertèbres, il y a des articulations. Et bien, chez nos gens, ils sont quasiment en perte de contact articulaire. Vous voyez, l'articulation vue de profil et une vue comme aérienne, les deux parties articulaires quasiment ne se touchent pas, ce qui n'est pas du tout usuel. À l'inverse, quand ils sont en extension, donc en cambrure, il y a bien des butées qui vont se passer sur la même articulation. Donc vous voyez un petit peu le nombre de millimètres qu'ont parcouru les articulations. Et ici, ça bute sur ce qu'on appelle l'isthme. Donc ça ne peut pas aller plus loin puisque c'est un contact osseux. Il y a un deuxième contact osseux qui est ici sur ce qu'on appelle les épineuses. Les épineuses, c'est ce que vous sentez dans votre dos, là. Les petits reliefs durs des vertèbres, de la partie arrière des vertèbres. Après, une fois qu'on a obtenu le contact articulaire, ça ne peut pas aller plus loin, il faut donc que ça se passe ailleurs pour aller encore plus loin. Et c'est là que l'on voit que les ligaments, les systèmes de chaînes musculaires vont être importants. Vous voyez qu'on a la butée ici, ici. Et bien ce ligament qui est devenu quasiment zéro, il va s'étendre ici à 25 mm, ici à 18 mm. On a fait plein de mesures comme ça. Donc il y a une extensibilité des parties molles phénoménale. Et ce qui explique le gain d'amplitude. Or ça, c'est avec le travail et la régularité qu'on arrive à l'entretenir. Car ça a tendance par nature à redevenir court et dur, ferme. Et donc le fait de faire très régulièrement des assouplissements travaille beaucoup là-dessus, plus les muscles. Un autre phénomène qu'on connaissait en biomécanique, parce que je suis aussi dans une société de biomécanique, c'est des phénomènes qu'on appelle combinés de glissement-roulement. C'est de la mécanique, vous allez me dire, bon, ok. Imaginez, vous voyez bien, normalement les vertèbres, dans tous les mouvements, elles restent dans le même plan d'alignement. Vous voyez, les traits, là, ils se coïncident, là, ils ne coïncident plus, là non plus, là non plus, là non plus. Ici, entre deux vertèbres, il y a les disques lombaires. En gros, c'est une sorte de cartilage mou, avec au milieu une gélatine, c'est un peu comme un liquide épais. Et bien, imaginez qu'on remplisse d'eau un ballon baudruche, vous le posez sur une table, vous mettez votre main dessus, et vous pouvez bouger comme ça. Et vous voyez, c'est exactement ce mouvement qu'on obtient dans un disque lombaire quand on est très souple. Ok ? Et donc, ça permet, mine de rien, de gagner encore des millimètres et d'aller encore plus loin. Il faut donc avoir une certaine souplesse du disque lombaire. Les hanches, je vous l'ai dit, on les a étudiées. Ça, c'est des images en rendu de surface, donc on voit très très bien le détail anatomique. Aucun de nos sujets n'a la moindre anomalie, sauf une qui a ce qu'on appelle une découverture, ce qui lui permet d'être un peu plus souple. Peu importe. Nos scanners et nos IRM, ça c'est scanner, mais c'est en couleur, bon, mais c'est les mêmes que vous avez chez vous, ça c'est IRM. Aucune anomalie, les disques sont de hauteur normale, ils sont parfaitement hydratés, bien alignés, rien, absolument rien, pas d'anomalie. Les articulations, on les a vues, c'est cette partie arrière des vertèbres, normale. Les sacro-iliaques, qui sont les articulations du sacrum avec le bassin, normal.
Et donc, sur tous nos sujets, sans exception, pas d'anomalie. Alors qu'on s'attendait à voir ce qu'on appelle ici des lies sismiques, c'est-à-dire des ruptures, parce que ça faciliterait, selon mes collègues, les extensions en allant plus loin, ou bien parce que l'os a été tellement sollicité qu'il finit par se rompre, on appelle ça des fractures de fatigue. Eh bien, aucun, rien, personne. Tout le monde va bien. Alors que c'est une légende, ça. C'est des trucs que vous allez entendre, les lies sismiques, et pas du tout. Par contre, en GRS, en gym, 32%. 32% des pratiquants. Quand même, ils ne sont pas très normaux, nos contorsionnistes, ils doivent le savoir. Petite scoliose, c'est quand même fréquent. Et pourquoi? Parce qu'ils ont un système de tissu conjonctif plus souple que les autres. Et nous, on sait bien qu'il y a des maladies, les Ehlers-Danlos, les Marfan, où on a une scoliose, une anomalie du conjonctif. Mais c'est des petites anomalies. Vous voyez, c'est une courbe qui, normalement, au lieu d'être rectiligne, est un peu sinueuse. On la retrouve ici. Mais ça, c'est beaucoup plus lié à la souplesse. On retrouve ça chez les nageurs, chez les danseurs. C'est parce que c'est des gens naturellement souples, donc ils vont dans le sens de leur souplesse, dans le sport qu'ils aiment, et c'est très fréquent, mais ça c'est bénin, c'est pas des scolioses pathologiques. Alors, je te disais, je sais pas, tu es mal placé, venez voir, parce que ça c'est aussi un truc que vous verrez jamais. Quand mes gens là font leurs étirements, de temps en temps, il y a un petit claquement vertébral. Quand l'ostéopathe vous fait craquer la vertèbre, c'est ça qui se passe. Et nous, on a eu la chance de faire ce scanner dans les minutes qui ont suivi ce petit claquement. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça, là, les petits points noirs, je ne sais pas si vous les distinguez, et ben, c'est les petites bulles d'azote qui se sont produites car on a décoapté et ça a rendu l'état gazeux, enfin ce qui est normalement dans un liquide, à l'état gazeux. Et ça dure quelques minutes. On est tombé dessus et ça, c'est un truc qu'on ne peut jamais voir. Au passage, donc ça c'est Erika, qui au moment de ce scanner avait 54 ans. C'est la seule qui a un peu d'arthrose, mais je dis bien un peu, entre les épineuses, parce qu'elle s'entraîne environ 3 heures par jour, et 3 heures par jour, il y a un appui sur ses vertèbres. Donc ceci dit, elle se porte comme un charme. Elle a arrêté la scène relativement tard. Là maintenant, elle ne fait plus de scène, mais elle s'entraîne et elle donne des cours. Voilà, ça c'est un des ouvrages de référence. Malheureusement, comme je vous le disais, c'est une observation unipersonnelle sur une femme qui était danseuse. C'est pas idiot ce qu'il a raconté, mais c'est pas très vrai. Alors après, ben non, mais c'est un peu dur, mais des fois il faut remettre les pendules à l'heure. Maintenant on a des sacrés moyens hein, avec l'informatique, avec nos outils d'analyse, on peut renverser les idées. Donc il y a quand même des gens qui font du bon boulot, et notamment Van Herp là. A refait chez des gens de 20 à plus de 60 ans, par décade, l'analyse des amplitudes qu'on peut obtenir, notamment au niveau lombaire. Et donc, notre façon de travailler, c'est d'avoir des références et de comparer aux références. Et ces gens-là, donc j'en ai retenu 2 auteurs, l'un qui a fait avec un appareil qui est un petit peu comme le nôtre, mais moins sophistiqué, qui analyse le geste en 3D, on obtient des amplitudes de flexion de 56 degrés, extension 22 degrés. L'autre, Percy, lui analysé des radiographies, vous voyez, c'est très similaire, et on va voir ce qu'on obtient, nous. Alors au passage, et vous êtes tous concernés, c'est l'évolution dans le temps, au cours des décennies, de la flexibilité, car normalement, on est plus souple à 20 ans qu'à 60 ans, sauf à s'entraîner très fort. On peut maintenir, et on peut même gagner. Mais vous voyez qu'il y a un déclin de la flexion. Ne vous laissez pas impressionner par les pentes des courbes, parce que là, on passe de 55 degrés, vous voyez, à seulement 52 degrés. Donc on perd très peu en flexion. Mais à chaque décade, on perd un peu. Par contre, regardez l'extension. Et si j'avais un conseil médical à vous donner, surveillez votre extension. Le vieillissement du dos, c'est la perte de l'extension, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, ce n'est pas forcément les abdos qu'il faut travailler, mais les muscles arrière. Ça, c'est un petit message à part pour votre santé. Et donc, vous voyez que là, on passe par contre de quasiment 40 degrés à 15 degrés. Vous voyez la perte de l'extensibilité du dos. Et c'est là que ça joue. Nos sujets, au passage, ils sont quasiment, là encore, au double de ce qui est décrit. Et notamment en extension, là on est au triple, ce qui est logique, c'était le mouvement en extension qu'on étudie. Voilà, après, donc on a fait nos imageries, nos examens cliniques, nos scanners, on a
regardez comment les gens procèdent. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et c'est pour ça que ça m'intéresse de vous voir pratiquer, de voir ce que vous faites, parce que c'est là qu'on va pouvoir échanger. Et ça, c'est Sandrine, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est dans un cirque depuis des années. Ça, c'est à 7 h du matin, à froid. Donc, en gros, ce que vous avez vu, là, c'est ça. Elle amène sa jambe contre son oreille, elle est par terre, et comme ça ne suffit pas, alors qu'elle est encore à froid, elle prend son pied, et hop, elle s'incline comme ça. C'est une grande souple. Et elle est souple dans tous les sens. Parce que les souplesses, en général, sont soit en avant, soit en arrière. Mais on a rarement les deux. Elle a les deux. Voilà. Ce qui est important dans ce qu'on a observé dans les méthodes d'entraînement, c'est la régularité, la lenteur gestuelle. Beaucoup de nos contorsionnistes font des étirements qui durent autour de 30 secondes, voire 1 minute. Et c'est physiologique, parce que les capteurs dans les tendons vont s'éteindre un peu, et le signal de tension tendineuse va disparaître, et petit à petit, ça permet d'aller plus loin. Et ça, c'est un des secrets. C'est pour ça que le balistique, nous, on n'est absolument pas pour, ça va créer des grandes contraintes. On l'a vu, on travaille absolument tout le corps, c'est toutes les chaînes, nous on appelle ça des chaînes, hein, les chaînes postérieures de l'ensemble cuisses, mollets, pieds, ou antérieures, et ça se travaille de manière très très globale, mais aussi de manière locale. Voilà donc quelques photos d'entraînement. On retrouve exactement ce que vous avez fait. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, vous n'êtes pas très bien placé. J'aurais dû mettre un miroir. Alors, est-ce que nos gens, pendant les 10 années de suivi, vont mal? Eh bien, en tout et pour tout, il y en a quelques-uns qui ont eu des douleurs pendant 2, 3, 4 jours. Un peu ce que tu as raconté toi. Tu as mal, mais tu es quand même allé au spectacle. Tu t'es pas arrêté. Vous avez tous eu des courbatures, des douleurs, mais des vrais arrêts, des vraies douleurs imposantes. On en a un seul sujet parce qu'elle a travaillé chez Disney ici. On lui imposait au moins 3 fois par jour, au froid, au chaud, n'importe quoi, plus du porté. Et donc ce rythme-là, c'est intenable, avec de la fatigue. Donc là, elle a eu 3 semaines de douleur, mais elle ne s'est pas arrêtée pour autant. Donc parmi les gens que nous, on a étudiés, pour le moment, quasiment 0 arrêt de travail et pratiquement aucune douleur. Alors que dans une population standard, vous avez vu combien vous êtes à avoir levé la main, et on considère en épidémiologie qu'en gros, pratiquement 20% des gens ont mal au dos. Qu'est-ce que ça veut dire avoir mal? Un petit peu, beaucoup, très mal, pendant 30 jours par an. Vous voyez la différence avec les nôtres. Donc nos contorsionnistes, ils vont bien. Et donc le secret, c'est cette lenteur, cet entraînement régulier, l'échauffement, le plus possible respecté, hein, parce que j'ai déjà eu des gens qui ont eu des soucis de préparation, ils ont été obligés de faire à froid, ils y arrivent, mais le lendemain ça se paye. Enfin, je sais pas, vous avez dû expérimenter ça aussi, j'imagine. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc travailler de manière très très globale, régulière, l'élasticité de tout. Voilà. Et au final, c'est Erika, celle qu'on a déjà vue tout à l'heure. Là, elle a quand même 54 ans, donc on n'est pas loin, hein, tu vois, de ce que tu fais. Et elle se porte très très bien. Et c'est elle qui nous a dit, c'est une révélation. En fait, c'est du yoga. C'est du super yoga, extrêmement lent. Et les gens qui font beaucoup de yoga, ben, ils vont plutôt mieux que les autres. Alors, est-ce que c'était intéressant d'étudier la contorsion? Alors, à l'évidence, pour moi, médecin, c'est oui. Pour les contorsionnistes, c'est oui. Là, vous voyez, il y en a 4 qui sont en train de regarder avec émerveillement. Donc, on inverse le spectacle, là. On est en train de sortir leurs images des ordinateurs et voir l'intérieur de son corps. Si un jour on a l'occasion de travailler ensemble, tu verras ce que ça fait, d'avoir les explications de comment c'est fabriqué, comment ça marche dedans. Et vous voyez, il y a toujours eu des échanges, une voix. C'est pas unilatéral, c'est pas juste question-réponse, c'est beaucoup d'échanges sur plein d'idées. Et c'est vraiment très riche. D'ailleurs, on est toujours en relation avec la plupart des gens qui sont passés nous voir. À partir de là, on peut transposer à la GRS, sauf qu'en GRS, il y a de la balistique, des impacts, et il y a bien plus de blessures, à la J-macro encore plus. Et à nos patients lombalgiques, on a déduit des stratégies pour les assouplir encore plus. Au passage, dans une lombalgie, on fait de la souplesse et du renforcement. Mais mine de rien, on travaille mieux nos lombalgiques depuis qu'on a fait cette étude.
Voilà, j'ai fini. Je n'avais pas fait, avant de te connaître, cette diapo, je l'avais faite. Je ne savais pas qu'un jour, il y aurait de l'art de la contorsion et de l'art médical, mais on est en plein au cœur du sujet. Au passage, vous voyez qu'on peut faire des images magnifiques avec nos scanners, car c'est une image de scanner, ça. Et ça peut être quasiment un tableau. Voilà, merci de votre attention. Alors justement, on revient à l'art. Moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'est, y compris dans l'échauffement, en quoi est-ce que ce que vous faites, c'est pas juste de la gym, justement, c'est un art, et quelle est la part aussi de l'imagination? Je me souviens quand on a partagé quelques échauffements avec Lise, elle nous donnait des métaphores, comme voilà, là vous laissez fondre comme une glace. Angela, vous l'avez entendu, elle chante en même temps qu'elle bouge. En quoi est-ce que justement on n'est pas juste dans la performance, et en quoi est-ce que l'art imprègne vos démarches, y compris dans l'échauffement? C'est un art d'exhibition, hein, sous toutes nos petites coutures, sous toutes nos... je sais pas, moi c'est un choix que j'ai fait vraiment, mais je crois qu'il faut être disposé quand même pour le faire. Mais c'est vrai qu'on peut acquérir de la souplesse, je pense, mentalement. Tu vois, un travail, et on est... c'est atteindre un second état un petit peu. C'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, toute la journée, on est comme dans un état second. Tu l'as dit, exprimé autrement, mais c'est vrai qu'on est on reste... Ah, puis... voilà la question là. La question artistique. Oui, c'est une genre de... cette faculté aussi de sortir de nous, aussi, ça tu le disais aussi toi, de sortir de nous, sortir de nos corps, oui, sortir de nous-mêmes. C'est un exutoire, je trouve que c'est... mais oui, c'est révélé aussi, peut-être, par... c'est vrai, c'est quelque chose, moi, la contorsion, j'ai tout consacré à ça. Je le regrette aujourd'hui, parce que après, j'essaie de vivre autre chose maintenant. Mais c'est vrai que ça... on dit on n'a pas de problème de dos, mais on est tellement toujours sur notre dos, toujours centré sur notre corps, que c'est pour ça qu'on n'a pas de problème. Le moins de douleur, moi, il faut que ça chasse les douleurs. Je suis pas quelqu'un qui a vu des médecins où voyait par moi-même, j'arrivais, tu vois, à me faire craquer ou à me débloquer ou voilà, puis à l'écoute de nos sensations. Mais c'est vrai, c'est quelque chose de sensationnel, qu'on veut être sensationnel. Puis une grosse part où on est exhibitionniste, c'est clair et net que c'est un art d'exhibition. On est exhibitionniste, hein, s'ouvrir. Mais qu'est-ce qui te nourrit dans ton imaginaire? Ben, moi, après, pour durer, c'est vrai que, voilà, quand tu es dans la technique, ça va facilement, la technique te lâche, disons, la performance, tout, hein, avec l'âge. Et c'est vrai qu'après, tu as envie de raconter. Moi, j'ai eu envie de raconter mon histoire avec mon corps. Histoire familiale aussi, qu'est-ce qui a fait aussi que, voilà, moi, j'ai la vie de famille, tu sais, comment ça a été aussi ma fuite oui, quand j'ai un exutoire aussi. Voilà, j'ai dû parler de qu'est-ce que j'ai fui, qu'est-ce que moi j'ai pas vécu dans la famille, qu'est-ce que j'ai pas, parce qu'on a beaucoup dans ma famille de dépression aussi, un frère psychiatrique avec qui j'ai, un psychiatrique avec qui j'ai fait des spectacles. J'ai voulu aussi dire que je suis aussi folle que lui. Lui, il était étiqueté, il était en institution. J'ai réussi à sortir aussi avec le projet maintenant. Il n'a plus refait du tout. Et dire aussi que... Et lui, physiquement, c'est incroyable parce que jamais perdu sa souplesse. Il faisait du karaté plus jeune, Dominique, et avec le projet, on s'est remis à s'entraîner ensemble, mais il a retrouvé sa souplesse. Pour ça, je dis que c'est aussi un état mental et on a retrouvé un rapport ensemble comme ça, parce que moi, j'étais intolérante, j'avais peur j'avais essayé de le sauver, puis j'avais peur de couler avec lui, de basculer avec lui, puis finalement, non, j'ai réussi à le sortir de là avec les années, hein, parce que quand je dis, on a toujours voulu faire un projet artistique ensemble depuis qu'on était adolescents, puis on l'a fait tard, là, lui avait passé la cinquantaine, moi, un peu plus jeune que lui, mais on l'a fait, tu vois, aussi, quand je veux dire... je trouve l'art aussi, c'est juste faire connaissance, non? Je sais pas, tu vois, de révéler des choses, voilà, d'oser. Ça parle de nous complètement. Moi, c'était ma vie. La contorsion, moi, les arts du cirque aussi, j'ai fait d'autres professions, mais voilà.
Il y a une différence entre jouer dans la rue et jouer en salle? Il y a du quoi? Une différence dans ton Oui, engagement? d'énergie. Je trouve en plein air, c'est facile, c'est beaucoup plus facile. Même s'il fait froid, même l'hiver, j'ai performé déjà. Mais il y a quelque chose de plus... T'es plus près de la nature aussi. Il y a quelque chose de l'extérieur qui j'ai toujours aimé refaire aussi de la rue, parce que j'ai commencé en rue et tout. Puis m'entraîner dans la nature, le soleil aussi, le bien-être. Et les rayons de soleil, moi, je faisais ça beaucoup avant de jouer ici, au Cirque du Soleil, me mettre au soleil, m'échauffer, comme il est bien chaud, l'eau. Oui, c'est vrai que c'est devenu faire de l'art avec. Mais je crois qu'il faut des dispositions quand même. Moi, je ne forcerai jamais quelqu'un. Mais on peut acquérir de tout le monde la souplesse. Voilà, oui, l'art, moi, j'ai toujours voulu raconter quelque chose avec mon corps dans mes numéros, même quand je montais les numéros, là, c'est que c'est une période plus, c'était peut-être plus traditionnel, là, les numéros, les cirques, je leur raconter quelque chose de moi. Puis moi, j'aimais, voilà, l'observation des animaux, tu sais, je me prenais pour une bête, là, je me sentais animal, vraiment une énergie aussi animale. Oui, en salle, c'est autre chose. En salle, il y a plus la tension sur toi, le regard sur toi est plus, c'est plus violent un peu, c'est plus de maîtrise, puis c'est plus une mise à nu aussi, d'être sur scène et face à... oui, c'est plus, voilà, faut plus l'assumer, là, plus... comme là? Non, là, je peux pas faire autrement. Oui, puis... Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est de l'art aussi par la dimension d'exposition, en fait. Ouais. Là, on parle d'exposition en extérieur, mais quand tu parlais du plaisir de l'exhibition, etc., et de plaisir de la rencontre, c'est de l'art parce que tout de suite, tu penses à quand tu auras cette rencontre, en fait, et qu'on n'est pas juste sur soi, même si on est sur soi. Non, mais l'énergie du public, d'être regardé tout à coup. Hein. Et oui, tout est plus facile. Mais oui, il faut le... Oui, après, il faut l'apprivoiser, ça. Moi, au début, j'étais très, très nerveuse. J'étais très mauvaise quand je faisais de la compétition. Soit les juges, le jugement, le juge. Là, je suis allée plus vers le spectacle. Pour moi, il fallait que j'aille plus vers le spectacle. Je ne veux pas continuer là. Et aussi, c'est tellement des états, quand tu performes, tu atteins tellement des états... comme ça, d'aller au bout de tes limites. Justement, je te disais que l'adrénaline, comme on peut aller beaucoup plus loin avec l'âge, parce que quand tu es jeune, c'est facile. Mais avec l'âge, cette adrénaline, c'est... Et aussi, il y a des moments de... Je peux pas expliquer, mais maintenant aussi, dans les corps, de te rapprocher de tes sensations pour retrouver, je revis maintenant quand je m'entends des sensations, quand j'étais plus jeune aussi, de retrouver des moments de sensations comme ça, très forts, et même de volupté, on va dire. Il faut le faire. Adalberto, est-ce que tu veux nous parler Adalberto, est-ce que tu veux nous parler aussi de cette dimension artistique, y compris... Moi, c'est un peu comme... je pense que la différence entre un peu la gymnastique sportive et la contorsion, c'est que du coup on a des sentiments, il y a toujours les mouvements, moi personnellement, comme j'avais dit avant, c'est la manière de parler, et du coup chaque mouvement, il y a un sentiment qui vient dedans. Aussi, je travaille beaucoup avec les souvenirs. Moi, je travaille beaucoup, mon travail personnel toujours, c'est avec des souvenirs. C'est avec des matières, je travaille avec la boue, avec des sables, avec du lait. Je travaille toujours avec quelque chose qui me souvient, le sable, parce que c'est pas la plage, mais ça me rappelait beaucoup le terrain où je suis agrandi, c'est une île. Ça aussi me faisait penser à le temps passé. Du coup, il y a toujours cet échange dans la contorsion, qui sont des figures qu'on peut dire que c'est un peu... sportif, gymnastique, mais qu'à travers de ça, j'ai pu parler de mes souvenirs, de mes expériences, quoi. Après ça,
sais pas quoi d'autre. Hein. Très bien. Lise, est-ce que tu as envie de réagir aussi à cette question? Par rapport à la question à partir d'un échauffement, comment pouvoir accéder à l'art. Alors moi j'ai la chance d'avoir créé ma compagnie quand j'avais 19 ans, 20 ans, donc j'ai commencé en fait à réfléchir beaucoup et je me suis confrontée en fait à une grande difficulté, à quelque chose d'inconnu, c'est-à-dire déjà l'art c'est difficile de mettre des mots, c'est difficile de trouver son propre processus de création pour pouvoir écrire, composer, chorégraphier. Et en plus de ça, la difficulté de mettre des mots sur l'art et la difficulté de mettre des mots sur ce qu'est la contorsion, ce qu'elle va pouvoir raconter, pourquoi elle va prendre du sens et comment la contorsion va pouvoir prendre du sens. Je me suis confrontée à cette question et comment je vais pouvoir réussir à fonder une identité, parce que quand on crée une compagnie de spectacle, l'idée c'est de trouver sa propre identité et de pouvoir trouver un processus de création qui va pouvoir permettre du coup à chaque fois d'aller interroger d'autres choses. Et j'ai eu la chance de rencontrer un auteur, Frédéric Fortet, qui était à l'Oulipo, donc l'ouvroir de littérature potentielle, et je l'avais contacté pour écrire un poème avec la contrainte de contorsion. D'écriture avec de la contorsion, donc je lui ai dit tu es complètement libre, tu contorsionnes les mots, tu contorsionnes le rythme, tout ce que tu veux, mais tu contorsionnes. Et en fait je me suis dit, toi Lise, ta contrainte en fait c'est la contorsion. Tu es contorsionniste, mais ta contrainte c'est la contorsion. Et donc dans le mot contorsion, on a, quand on enlève les 3 premières lettres, torsion. Le con, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est un mot assez porteur, puisqu'il y a le con, le synonyme de la bêtise. Et le con, c'est aussi le sexe féminin. Donc j'ai enlevé ça. Et je me suis retrouvée face à la torsion. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, voilà, déjà, dans mon propre échauffement, qu'est-ce qui se passe dans mon propre échauffement avant d'aller à la contorsion, qu'est-ce qui se passe dans la torsion. Et en fait, là, mon processus de création, mon identité s'est déployée à partir de ce moment-là. Donc j'ai créé un spectacle où, en fait, je me suis donné la contrainte de la torsion et pas de la contorsion. Et c'est passé que, voilà, je suis partie d'une position fœtus pour aller à la position debout. Et en 30 minutes, en fait, je travaille sur la torsion du corps. La chorégraphie est écrite en torsion, donc en boucle, dans l'espace, dans un espace circulaire qui est restreint. Et là, en fait, ça a été le spectacle s'appelle Au fil des torsions. L'an dernier, certains étudiants ont eu la chance dans une vidéo, j'ai tout expliqué, l'écriture et le processus d'écriture du mouvement. Et en fait, dans ce processus-là, j'ai pu simplement faire de mon échauffement une chorégraphie. Et à partir de ce moment-là, j'ai ouvert, en fait, en tout cas pour moi, la possibilité, en fait, tout a pris sens, quoi, à ce moment-là. Et de là, en fait, je me sens complètement libre de créer, d'interroger. Et mon but, en fait, dans la création, en tout cas, c'est d'à chaque fois aller vers un inconnu. Puisque la contorsion, quand on est contorsionniste, il y a quelque chose toujours d'inconnu. Chaque jour, on ne sait pas si le corps il va encore pouvoir tenir. Combien de temps je vais pouvoir tenir, c'est quelque chose qui est inconnu. Est-ce que je vais me faire mal? Je ne sais pas. Comment je peux la définir? Je ne sais pas. Quand je lis la définition de la contorsion dans le dictionnaire, c'est pas clair, c'est mal défini. Et donc, à chaque fois, je vais créer, je vais chercher une zone où je vais pouvoir me remettre en question et m'interroger. Et la contorsion est une discipline à part entière. Elle peut vraiment être... quand on la sort du cirque, quand on va la confronter au théâtre, quand on va la confronter à la danse, quand on va la confronter au cinéma, à la photographie, eh ben, tout est possible. Une contorsionniste peut aller n'importe où, on peut se confronter au monde médical, on peut aller avec un public étudiant, on peut aller de partout. Et en fait, à partir de ce moment-là, pour moi, tout est logique, quoi, tout est possible, et on peut mettre des mots sur la contorsion, et elle peut être écrite, elle peut prendre sens. C'est intéressant sur la contorsion, qu'est-ce que tu dis? Parce que j'ai travaillé avec un auteur, David Morse, et qui avait écrit un texte sur moi, puis contorsion.
on a vraiment ciblé là-dessus. On est parti sur le voyeurisme aussi. J'ai senti quelque chose, il a écrit pour moi un texte de parler du voyeurisme aussi sur la contorsionnisme, là, tu vois, les fantasmes et tout ça. Il a fait un magnifique texte. Voilà. Vous aviez mis l'accent sur le con, pour le coup. Oui, le con, torsion. C'est l'inverse de Lise. C'est vrai, c'est la recherche de sensations. C'est vrai qu'on atteint des états, c'est vrai, de plaisir, voilà, d'extase. Parce que c'est un truc solitaire aussi, l'entraînement, tout seul avec toi-même. Puis la recherche des sensations fortes, hein, le spectaculaire, le spectacle, c'est ça qui manque aussi quand on vieillit, qui est difficile aussi, c'est de retrouver ces états quand on rencontre plus le public, ça stimule quand même. L'art de vivre, c'est un art de Michel, vivre. est-ce que toi, qui as travaillé aussi avec des sportifs de haut niveau, est-ce que tu vois une différence d'attitude par rapport à leur mouvement, par rapport aux contorsions? Alors complètement, parce que d'abord dans le sport, il y a une performance et puis une confrontation aux autres. Et il faut battre l'autre, il faut faire mieux que l'autre. Et donc jusqu'à aller à se faire mal, même très mal, et continuer quand même. Et là, ils viennent nous voir dans des états pas toujours brillants. J'ai 2 exemples récents. J'ai une coureuse qui est du Mans, qui est championne du monde de longue distance, des 170 km en trail, et elle courait avec une fracture. C'est pour vous dire jusqu'où on peut aller. Et au bout de quelques semaines, elle est enfin venue me voir et on a détecté une fracture. Il a fallu l'arrêter, c'était difficile. C'est pour vous dire l'opposition, jusqu'où les gens peuvent aller en compétition et dans le sport de haut niveau. Alors que là, ce n'est pas comparativement à un autre, c'est comparativement à soi. Et je pense que c'est ce qu'on retrouve dans le yoga, c'est l'harmonie entre le mental et le corps. Et ceux que j'ai rencontrés me décrivent ce qu'on a rapidement évoqué, parce qu'on s'est rencontrés il y a peu de temps, mais c'est cette sensation intérieure, au final un certain bien-être. Il y a des gens qui font de la contorsion d'ailleurs pour le plaisir, pas du tout pour le spectacle, et on a ces points communs avec les contorsionnistes. Donc il y a une grosse différence par rapport aux sportifs, notamment ceux qui sont de haut niveau. Mais on travaille aussi avec plein de micro-déchirures, le corps, on est plein de... on performe beaucoup avec nos blessures aussi. Mais voilà, c'est ça la magie de l'adrénaline, c'est que dès que tu es sur le plateau, tu n'as plus mal. Ça, c'est dangereux aussi. Les lendemains difficiles. Ouais. Ça j'entends bien, parce qu'il faut chercher du spectaculaire, il faut aller loin, etc. Des fois, les conditions ne sont pas réunies, donc on se blesse un peu. Mais ce n'est pas la même chose. Tu vois bien que sur ceux que j'ai vus, vous trois, je ne sais pas si vous avez dû vous arrêter pendant 3 semaines, 4 semaines à cause d'une blessure, mais ceux que j'ai vus jusque-là, ce n'était pas le cas. Non, ça, on est capable de continuer, c'est incroyable, de se remettre, c'est incroyable. Oui. Il y a ça aussi. Oui. Moi, la connaissance du corps. Moi, j'ai eu une hernie discale. Et en fait, ça s'est passé quand j'étais en tournée en Allemagne et on faisait des jeux d'échauffement. Et il y a un artiste qui s'est laissé tomber droit avec tout son poids. Du coup, je l'ai rattrapé sous les épaules et au lieu de plier les jambes, j'ai arrondi le dos. Et là, donc, j'ai senti vraiment le disque qui est sorti, quoi, avec la sensation d'eau chaude électrique. Et j'ai continué, il me restait 2 mois de travail et j'étais en cabaret, donc j'ai fait l'équivalent de 60 représentations avec la hernie discale. Donc j'étais encore chaude et j'ai réussi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis rentrée en France et comme je ne pouvais pas imaginer que je puisse m'être vraiment blessée, j'ai vraiment attendu le moment où je ne pouvais plus, c'est-à-dire dès que j'étais assise, je me levais, je ne pouvais plus me lever. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai été très mal soignée par un médecin qui m'a dit, oh non, tu as juste une lombalgie. Il m'a pris le dos parce qu'il savait que j'étais... très difficile de trouver un bon médecin aussi quand on est contorsionniste. Donc il m'a pris, en plus comme il savait que j'étais contorsionniste, alors vas-y, va de ce côté, mais qu'est-ce que t'es souple, c'est super. Et donc moi j'étais là, et donc il m'a fait encore plus mal, et j'ai rencontré en fait un kiné, la méthode Mackenzie, pour soigner. Et en fait là, ils m'ont dit, mais en fait c'est très simple, hein. On va travailler l'exercice, vous voyez qu'elle fait Adalberto tout à l'heure, quand on est les bras tendus là, et j'ai tout soigné. J'ai soigné ma hernie discale en faisant mes mouvements de contorsion que je faisais tous les jours.
Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Du coup, j'aurais même pu ne pas aller voir un kiné et continuer à faire mes exercices, parce que du coup, il expliquait que le disque, enfin, le mouvement de vertèbre, et ça s'est soigné par ces mouvements-là. C'est-à-dire, en fait, j'allais chez le médecin et je faisais tous les exercices en étant suivie, et ça s'est résorbé. Et aujourd'hui, je peux faire. Enfin, c'est comme s'il n'y avait pas eu de hernie, quoi. Je trouvais ça assez incroyable. Je pense que je suis chanceuse. Hein, mais... Alors, pas seulement, il fallait tomber sur la bonne personne. La méthode McKenzie est une des méthodes aujourd'hui reconnues, intéressantes. Et pour ce genre de choses, oui, tout à fait. Il y en a d'autres, mais celle-là, oui. Donc, bravo. Alors, il nous reste très peu de questions très peu de temps pour les questions. Je suis désolée, j'ai très mal géré. Bon, voilà, il s'agissait de durer. Du coup, voilà, durer dans le temps. On a aussi pris le temps de vous écouter, parce que j'avais pas non plus envie d'interrompre quand les choses se déployaient et se dépliaient. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de se lancer? Et est-ce qu'il y a des choses qui vous travaillent depuis un moment? Vous avez envie de poser une question? Et c'est le moment. De toute façon, on n'aura pas la minute de gêne. Il faut la poser tout de suite, la question. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation qui était vraiment passionnante. Et il y a quelque chose qui revient beaucoup dans tout ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, on a commencé en disant que la contorsion, c'est quelque chose qui pouvait faire peur. Et à plusieurs moments, vous avez parlé de fragilité, de force. Et je me demande si... quelle place vous laissez au danger? Parce que vous êtes sur un travail très, très précis d'écoute du corps et peut-être qu'en faisant un mouvement particulier, vous pouvez vous faire très mal, comme vous venez de dire par rapport à l'hernie discale. Mais est-ce que vous savez jouer avec ça? Est-ce que vous pouvez laisser de la place au danger dans vos créations? Voilà. On aime jouer avec le danger aussi, avec une prise de risque quand tu montes tes numéros, puis tu veux faire quelque chose que personne ne fait, que tu es dans l'invention, puis tu prends des risques. Moi, je faisais aussi la contorsion dans une corde, ou à deux, des duos, des trucs, tu te fais porter, écraser, tout ça. Oui, il y a des prises de risque, oui. C'est la question, tu sais. Ça répond pas à la question. La peur, c'est... moi, je suis devenue beaucoup plus fragile, vous l'avez senti. Aussi, depuis que j'ai perdu toute ma carapace, mes muscles, je parle de ça, de fragilité. Peur, moi, c'est ça. Ma peur, c'est... J'ai perdu mon armure. Avant, tu te sens invincible, des contractures, tout ça, tu te sens invincible, tu aimes ça, même, t'en sentir ta carapace, mes muscles, c'est bien dur, là, et tout. Et maintenant, je sais pas, j'en parlais au médecin et tout ça, là. Mais maintenant que tout a fondu, bon, des fois, je reprends un peu, j'ai encore un peu des... Je reprends vite, je ne dispare pas complètement, mais les petites boules, c'est très bizarre, c'est tout croche, c'est tout rabougri un peu, mais t'as encore des muscles, j'ai encore le doigt. Et là, j'ai repris un peu, j'avais repris un peu plus l'entraînement parce que j'allais performer, mais... Et je veux dire, oui, que ça fond comme ça, et je suis tellement déliée, je peux faire tout craquer, ce que je ne pouvais pas avant, faire par moi-même... mais même jusqu'aux dernières, ici, lombaires, ici, là, je peux déposer je me tire les jambes, puis je sens descendre chaque... Alors que là, c'est très serré, très coincé, là, c'est vrai que c'est plus difficile. Et la contorsion, c'est quelque chose, quand tu t'échauffes, tu ne peux pas arrêter jusqu'à ce que tu rentres sur scène. Il faut rester chaud tout le temps. Au contraire d'autres disciplines où tu peux t'échauffer une heure avant, ou, tu vois... Et nous, il faut jusqu'au bout, c'est le bas du dos, ça refroidit très vite, cette partie-là. C'est cette partie-là qui est plus pour moi, je pense que c'est joli. Et maintenant, de pouvoir tout craquer, mon dos partout, mais il y a quelque chose qui fait peur un peu. Ça me fait peur. Tout ça fait peur, c'est incroyable. C'est, tu sais, la résonance de la hanche que j'arrive aussi toujours à gérer. Ça, je me disais toujours, il y a un moment, il fallait que je me fasse toujours craquer la hanche pour pouvoir commencer à... Moi, personnellement, pour te répondre à la question, c'est très personnel. Plus que la peur des dangers, un peu, c'est la peur de voir un corps dans une position assez bizarre comme pour une personne normale. C'est toujours
c'est toujours, quand je parle avec des personnes, c'est toujours les ressentis des gens. Ils me disent toujours ah non, mais ça me fait tellement peur d'aller te voir parce que du coup, la contorsion, c'est mettre ton corps dans une souplesse extrême que du coup, ça me fait très mal. Et comment j'arrivais à jouer par rapport que ça mettrait pas mal à l'aise à les gens, c'était jouer à cause de mes sentiments et mes sensations personnelles. C'était essayer de transmettre ça. Parce qu'en revenant aussi dans la question de pourquoi c'est pas la gymnastique et pourquoi c'est l'art, c'est parce que dans la contorsion aussi, on a beaucoup de figures qui sont traditionnelles. On a la liste de figures, scorpion, petit chinois, blabla. Et comment ça, comment ça, tu t'appropries de ça pour le mettre en vocabulaire à toi, comment tu le fais personnel à toi. Et je pense que c'est quand tu t'appropries de cette technique et tu la fais très personnelle, ça casse un peu ce côté dégueulasse, ce côté de père, comme les gens ils disent un peu, ah, c'est dégueulasse voir quelqu'un qui est assez souple, des choses comme ça. Du coup, pour moi, ce n'est pas un danger de hauteur. C'est sûr qu'il y a toujours le danger de te faire mal si tu ne te chauffes pas bien, des choses comme ça. Mais c'est beaucoup plus pour moi, c'est la peur qu'il y a avec les spectateurs de voir un corps qui se tord dans tous les sens en scène et que tu es en train de le regarder. En même temps, te donner des plaisirs en regardant un corps qui se tord, quoi. Alors moi, je trouve la question très intéressante. Je vais juste replacer la contorsion dans son contexte un peu historique, c'est-à-dire que quand on... déjà, on pense contorsion, on pense au cirque, et donc au cirque, de toute manière, cirque égale danger. Donc celui qui va marcher sur un fil, il peut tomber, le jongleur, il va pouvoir faire tomber ses balles. Au cirque traditionnel, quand on passe dans l'histoire, le dompteur, etc. Donc, et quand on retourne encore plus loin, les freak shows dans les foires, les contorsionnistes qu'on avait compayés pour aller voir, parce que c'était... Donc, il y a, de toute manière, on est dans un contexte, la contorsion est issue d'un contexte où il y a cette notion de danger. Je dirais que quand on décide d'y aller, on le sait. Donc on l'adopte ou on ne l'adopte pas. Et avec, je dirais, l'évolution et vers où nous mène la culture dans le monde d'aujourd'hui, aujourd'hui on va même plus parler trop on va parler du spectacle vivant, et on est en train et je pense que la contorsion aujourd'hui est en train il y a un tournant, il y a une espèce de mouvement qui est en train de se créer. Voilà, j'espère que toutes les contorsionnistes qui sortent des écoles de cirque se sentent en tout cas dans ce mouvement, c'est-à-dire qu'on n'est plus, comme vient de le dire Adalberto, on n'est pas là pour se faire mal, pour prendre forcément le risque. Donc, et là, on est dans cette frontière avec l'art et avec l'écriture. Donc après, on peut très bien choisir de parler du danger. Et ça peut être source de spectacle, ça peut être source de réflexion. Mais je dirais que dans le contexte aujourd'hui, dans le contexte de culture contemporaine en tout cas, cette notion du danger qu'on pourrait retrouver dans les cirques avant ou dans les foires, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Voilà. Et juste pour rebondir, effectivement, à vous entendre, je voudrais juste synthétiser. Ce qui me semble évident et aussi des choses qu'on a pu brasser avec les étudiants de master, c'est que au cirque, il y a prise de risque, quoi qu'il en soit. C'est la définition même du cirque, c'est un art de la prise de risque. Mais dans la contorsion, comme d'ailleurs dans le clown, la prise de risque, elle n'est pas que physique, elle est aussi psychique, en fait, dans l'idée du démembrement. Donc pour le spectateur, c'est ce que tu disais, Adalberto, et pour soi-même aussi, c'est-à-dire que vous faites beaucoup des formes qui ont un rapport avec vous, avec votre histoire, en fait. Et ça parle de ça aussi, en fait. Alors, est-ce qu'on a le temps pour une question de plus? Si c'est possible. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, j'ai découvert l'art de la contorsion grâce à mon voisin ici présent, qui est libraire et producteur de spectacles. Et j'ai eu la chance de rencontrer et de travailler avec Lise. Et j'ai donc découvert cet art et qui m'a fortement impressionné. Et je vous ai entendu beaucoup prononcer le mot exhibition. Et
sans aucune sens de provocation de ma part, mais moi, ce qui m'a d'abord touché, c'est que ça m'a semblé être un art de l'introspection. J'ai trouvé que c'était un art très très intérieur, ce qui n'empêche pas du tout le contact. Et ça fait partie du spectacle vivant qui a rapport au public. Mais j'ai trouvé que c'était un art extrêmement introspectif. Et donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et puis, la deuxième chose, c'est que il me semble qu'il y a un absent dans une notion qui est absente, en tout cas vous n'en avez pas parlé, mais j'aimerais bien vous entendre parler là-dessus. C'est la question qui me semble aussi être un art, qui est un rapport au temps. Et ça n'a pas du tout été évoqué, et je suis un peu surpris, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et puis après, je vous laisse la parole. Et de manière subsidiaire, et ça, comme je suis musicien, pardonnez-moi cet égocentrisme, de manière subsidiaire, se pose la question du rapport à la musique, parce que la musique, c'est d'abord une affaire de temps, et de gestion du temps. Et pour l'avoir expérimenté avec toi, Louise, mais aussi les autres peuvent s'exprimer sur ce sujet, bien entendu, j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus. Voilà. Mais sur le temps, c'est... Pardon. Et lorsque Lise, tu as évoqué, excusez-moi, lorsque Lise a évoqué ses sources d'inspiration, il y a eu le cinéma, il y a eu la poésie, la littérature et la musique. Ah oui, la musique, oui. Le chant, la musique. Ah oui. Ah oui, la fête, hein, aussi, c'est la musique. Mais le temps, c'est une expérience avec le temps. C'est une expérience. Je ne peux pas dire, moi, dans quelques mois où j'ai perdu, j'ai repris, tu reprends. C'est une expérience à chaque fois. Si je reprends la performance, comment ça va aller, je sais pas, je ne peux pas dire du tout. Faut surtout, dans cette discipline, il ne faut pas appréhender. Il faut pas appréhender, il faut juste laisser s'adapter, comme on dit, on a cette faculté de s'adapter, continuer avec... Mais oui, la musique. Ah oui, moi c'est ça, la musique, je trouve ça... Je parlais du temps, non pas en termes d'évolution du spectacle ou d'une maturation du spectacle. Non, je parlais du temps dans le sens de la durée, du déroulé. L'œuvre musicale, c'est d'abord une affaire de temps. C'est-à-dire, c'est comment on développe une idée dans un temps donné. Et il me semble que cet art qui est la contorsion pose la question de ce rapport au temps, d'un point de vue artistique. Moi, je ne me pose pas tant de questions. J'ai toujours fait très instinctivement les choses, au feeling. Et, je sais pas, peux demander. En fait... Du numéro. Pour... Le temps du numéro. Oui, Lise. En fait, on a travaillé avec Jean-Luc qui a posé la question sur une création qui s'appelle Le Livre du Corps. Et donc c'était une introspection avec donc moi je suis rentrée dans une lecture en fait, une lecture intérieure du mouvement. Et le rapport au temps... moi, je sais qu'il y a une certaine liberté dans la contorsion, c'est-à-dire que on va pouvoir avoir une musique ou du son, un accompagnement en tout cas, qui va pouvoir être rapide, qui va pouvoir être plus lent, et on peut trouver, on peut rentrer grâce à l'introspection dans un rythme, dans un temps intérieur qui est complètement suspendu. Et en fait. Je dirais que le rapport au temps, c'est très difficile de mettre des mots là-dessus, parce qu'on est dans de l'organique, on est dans du fluide, on est dans du sang qui circule dans des veines, on a des organes qui sont en train de se mouvoir, et nous on rentre dans un état, et donc, en effet l'introspection va permettre de rentrer dans un état de corps en contorsion, en tension, en détention, plié, replié, et c'est possible en tout cas de se détacher, c'est-à-dire de perdre la notion du temps. C'est-à-dire que je le proposais hier dans le workshop que j'ai donné hier. C'est-à-dire qu'un mouvement très simple, c'est-à-dire ne serait-ce que de partir la tête en arrière pour descendre un pont, on peut suspendre le temps, on peut avoir la sensation que le mouvement ne va jamais s'arrêter. Et je pense que le fait de rentrer dans ces états-là et la contorsion nous permet d'aller dans cette écoute et cette mouvance du corps où on va même pouvoir aller
contrarier un accompagnement musical rapide avec de la lenteur. On va pouvoir aller se confronter à des rythmes qui ne sont pas les nôtres, mais ça va quand même concorder. Et là, il y a du mystère, parce que ce sera impossible à définir vraiment ce qui peut se passer dans ces moments-là. Je suis parfaitement d'accord avec toi, on l'a expérimenté d'ailleurs, parce que justement, comme je disais, la musique, c'est un rapport au temps, et c'est une gestion du temps plutôt précise. Hein. Et ce qui me semblait, et ce que tu dis là, perdre la notion du temps, c'est déjà avoir un rapport au temps. Ça m'est arrivé de me réveiller sur scène, je ne sais pas comment je suis arrivée. Au Cirque du Soleil, on faisait 12 spectacles par semaine, et un samedi, je sais plus, je me suis réveillée sur le plateau, j'ai vu les gens, mais tu vois, tu fais les choses, c'est une machine, quoi. Et je dis, comment j'étais arrivée là? Je ne savais plus. Et là, pendant, je regardais les gens, je suis là. Attends, c'est le deuxième, troisième spectacle, je suis où, là, je sais pas, tu me réveilles, mais tu fais les choses, ton corps, c'est là, je sais pas, il fait tout seul. Il fait tout seul, ça, c'est des états incroyables. Oui, de temps. Madame La Berthaud, tu veux musique parler? la musique du corps, on fait avec des capteurs. Par rapport au temps, je pense qu'elle a dit beaucoup de choses déjà pour les contorsions. Après, c'est un choix. Quand tu crées ça, c'est tu suives un temps parce que tu veux le suivre, ou c'est ton choix parce que dans le spectacle que j'ai fait, c'était mon propre spectacle, j'ai joué beaucoup avec de la voix de ma famille. Du coup, ça c'est compliqué de suivre quelque chose, du coup, c'était beaucoup plus au feeling. C'était quelque chose que chaque jour ça changeait parce que c'était la voix de ma famille et c'était l'état d'esprit qui était ce jour-là. Et c'était la musique que j'utilisais, c'était par des voix, quoi. Par contre, là, je bosse avec Cathy Wolf, avec l'écriture Benesh. Et c'est un numéro que c'est très écrit. Et du coup, là, on bosse avec un temps à 4 temps. Du coup, c'est 1, 2, 3, 4. Mais c'est un choix, c'est une écriture. On est en train de bosser ça. Et du coup, ça dépend. Un numéro, ça peut être très écrit. Et du coup, tu dois suivre un temps. Mais aussi, tu as le choix de te perdre dans le temps, quoi. Alors justement, pour se perdre dans le temps, je vais appeler Gilles Defac qui va nous faire une petite contorsion verbale pour clore ça. Je vais rester là. Je suis très intimidé et je suis tout retourné, chaviré. Donc voilà un poème en chantier qui est très très chaud. C'est pour Macarena avec qui on a travaillé pendant une semaine. Allez, allons-y. Oh, j'ai peur. Bon, allez. Un petit chinois. La contorsionniste fait des nœuds sur la piste, elle fait des 8 avec ses jambes et des 16 avec ses bras, elle mène une vie en 3D. La contorsionniste dit, ouais, j'ai la tête, j'ai pas toute ma tête à moi, mais où avais-je la tête? Elle a la tête en verlan, elle mène une vie de casse-cou, elle fait des phrases tordues qui se replient sur elle-même. Sa vie est un casse-tête, elle a la tête à son cul, ses genoux dans les dents, ses pieds dans les mains, ses talons dans les cheveux. Elle a les reins cassés, le grand écart facile, la jambe à son cou et l'orteil dans la narine. Elle jongle avec ses vertèbres, se rit du Kama Sutra, elle fait craquer ses amants. La contorsionniste fait la pieuvre sur la piste, elle est déesse aux 1000 bouches, sirène aux langues de feu qui naufragent les pirates et dématent les longs courriers. Elle est chiffon, loutre, serpent, lanière, sœur de la môme caoutchouc, elle est chatte sur un toit brûlant, elle est incontrôlable, elle met les poings sur les i, elle fait le pont sur la table, mange avec ses doigts de pied, elle est insaisissable, un vrai corps de sable, son corps fait des méandres, pour dire bonjour elle tend les pieds, pour dire au revoir elle fait le poignet, elle n'en fait qu'à sa tête, elle se mouche avec ses pieds, se peigne avec ses genoux. La contorsionniste est serpent sur la piste, liane, araignée, chimpanzé, elle n'est jamais nouée, ventre et tête sont à la fête, la contorsionniste n'en fait qu'à sa tête, elle n'est jamais où on l'attend, la contorsionniste a le corps de Satan. Elle est tout à la fois chatte et chaton, panthère et démon. La contorsionniste dénoue son corps comme une corde, dénoue ses vertèbres à l'infini, elle tricote avec ses côtes, fait du crochet avec ses cachets. Elle est aquatique, tatypique, tanimique, élastique, étonnante. On ne dompte pas la contorsionniste, elle bouge à plaisir, elle brise les codes, comme on dit maintenant, elle est comme le vent, elle rit de qui la brise. Elle joue de tous ses os, elle nage entre deux os, il n'y a pas de cage dans son zoo. Et le contorsionniste, c'est plus rare, me direz-vous. Les hommes auraient-ils peur de mettre leurs jambes à leur cou? Les hommes se tiennent debout.
Les hommes sont droits dans leurs bottes. Les hommes ne font pas de grand écart. Les hommes sont des colosses, des menhirs. Les hommes sont raides comme la justice. Les hommes laissent la souplesse au genre féminin. Les hommes savent bien se tenir. Les hommes gardent la forme. Ils ne se déforment jamais. Les hommes sont droits, dignes, fermes. Il y a la verticale et l'horizontale. Les hommes ne se couchent jamais. Les hommes n'ont jamais de gros ventre. Les hommes n'enfantent pas. Ils se laissent enfanter. Les hommes ont des règles qui ne coulent pas. Les hommes ont des règles de bronze et d'airain. La contorsionniste pique-nique sur le ventre des machos et fait des bulles sur leur dos. Monsieur Macho n'aime pas les contorsionnistes. L'honnête homme n'aime pas la contorsionniste. Il veut sa femme digne et de bonne tenue, qu'elle se tienne bien en cérémonie, qu'elle se tienne bien dans les banquets, à table, à la maison. Pas question de servir les plats en faisant des contorsions ou de faire la cuisine la tête entre les pieds. Monsieur Macho a le sang chaud, il a le sang chaud Panza, bon ça c'est nul. C'est en chantier, hein. Il peut vite cogner, Monsieur Macho peut vite cogner sur tout ce qui bouge et rectifier la position pour revenir à la normale. La contorsionniste pourrait s'appeler Marcella dans Don Quichotte. Ça, c'est pour Macarena. Là, j'ai trouvé ça tout à l'heure. Pas de forme fixe pour la contorsionniste. Les syllabes se rebellent avec elle. C'est Camille Claudel qui accouche son Rodin. Elle est baroque à souhait, etc., etc., etc. On ne peut pas finir la contorsionniste. Pour Angela, Elsa, Céline, Macarena. Oh, c'est magnifique. Non. Oh, merci, c'est beau. Ah oui. Merci pour tous ces échanges. Et oui, j'ai oublié de dire qu'une contorsionniste ne dit jamais bonjour normalement, elle fait toujours un peu comme ça. Ouais. C'est Macarena qui va le porter, qui le porte avec la contorsion. Elle est là-bas. Caché. Je crois qu'on va se quitter là-dessus et merci de votre présence ici. Ça n'a pas été toujours évident de vous faire venir jusqu'à voilà. Et voilà. Merci aussi d'être venu.